Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne histoire à tous. Il y a 7 ans, le test de grossesse brûlait comme un feu dans les mains tremblantes d'Esha Carter alors qu'elle se tenait devant le bureau d'angle de Nathan Wells, sachant que les 5 prochaines minutes allaient soit changer leur vie à jamais, soit détruire tout ce dont elle avait toujours rêvé. Elle avait répété ce moment 1000 fois durant des nuits blanches, imaginant son sourire, ses bras l'enveloppant, sa voix profonde murmurant qu'ils affronteraient cela ensemble. Mais maintenant, debout devant l'imposante porte en acajou ornée de sa plaque de cuivre brillante indiquant « Nathan Wells, président-directeur général », le doute s'insinuait dans sa poitrine comme de l'eau glacée. Leur relation était secrète depuis 18 mois. Des baisers volés dans des salles de conférences vides, des escapades le week-end dans son chalet à la montagne, des conversations chuchotées sur un avenir qui semblait aussi fragile que la brume matinale. Nathan avait été clair dès le début. Sa position de PDG de Wells Enterprises signifiait qu'il devait être discret. Son père, Roland, n'approuverait jamais que son fils sorte avec la secrétaire, peu importe à quel point elle était intelligente, belle ou dévouée. Esha comprenait. Elle avait gravi les échelons depuis le service du courrier, gagnant sa place à force de détermination et d'innombrables heures supplémentaires. Elle savait comment fonctionnait le monde de l'entreprise, comment les murmures pouvaient détruire des carrières, comment une femme noire venant des mauvais quartiers serait toujours perçue comme visant au-dessus de sa condition. Mais Nathan lui avait fait croire que l'amour pouvait surmonter tout cela. Maintenant, avec la preuve de leur amour grandissant en elle, elle priait pour qu'il prouve que sa foi n'avait pas été vaine. Prenant une profonde inspiration qui avait le goût du courage et de la terreur, elle frappa doucement à la porte. « Entrez !» Sa voix portait son autorité habituelle. Le ton qui commandait les conseils d'administration et pliait les concurrents à sa volonté. Esha entra, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Nathan était assis derrière son immense bureau, impeccable dans son costume anthracite, ses cheveux sombres parfaitement coiffés, ses yeux bleus concentrés sur les rapports financiers étalés devant lui. La ligne d'horizon de Manhattan s'étendait à l'infini derrière les baies vitrées, témoignage de l'empire que sa famille avait bâti sur 3 générations. Il leva les yeux et sourit, ce sourire dévastateur qui avait d'abord attiré son attention lors de son entretien 2 ans plus tôt. Fermez la porte. Ma belle. J'ai pensé à vous toute la matinée. Ce terme affectueux qui d'habitude lui faisait fléchir les genoux ressemblait maintenant à une bouée de sauvetage. Elle ferma la porte avec des doigts tremblants et s'approcha de son bureau, le test de grossesse caché dans son poing fermé. Nathan, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Sa voix sortit plus faible que prévu, à peine plus qu'un murmure. Son expression changea, son instinct des affaires s'aiguisant alors qu'il détectait le tremblement dans son ton. Il posa son stylo et se renversa dans son fauteuil en cuir, lui accordant toute son attention. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous semblez pâle. C'était le moment, l'instant qui définirait leur avenir. Je suis enceinte. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux comme une bombe sur le point d'exploser. Le visage de Nathan devint complètement immobile, toute chaleur s'en drainant jusqu'à ce qu'il ressemble à un étranger. Le silence s'étira pendant ce qui sembla être des heures, mais ne fut probablement que quelques secondes, chacune entaillant plus profondément le cœur d'Esha. Quand il parla enfin, sa voix était glaciale. « Qu'est-ce que vous venez de dire? » Je suis enceinte, Nathan. Nous allons avoir un bébé. Elle posa le test sur son bureau avec des doigts tremblants, le signe plus clairement visible à travers la petite fenêtre. Nathan fixa le test comme si c'était un serpent venimeux, puis leva lentement les yeux vers elle. L'homme qui lui avait murmuré des promesses douces, qui avait caressé son visage de doigts tendres et juré qu'il l'aimait plus que la vie elle-même, avait disparu. À sa place se tenait un étranger froid et calculateur. Comme c'est pratique. Son rire était dur, dénué de tout humour. La pauvre secrétaire se fait engrosser par le riche patron. Quel cliché. Les mots crus la frappèrent comme des coups physiques. Nathan, qu'est-ce que vous dites? C'est notre bébé. Notre. Il se leva brusquement, son fauteuil roulant contre la fenêtre. Il n'y a pas de nous, Esha? Il n'y en a jamais eu. Pensiez-vous vraiment que j'allais vous épouser? Vous ramener à la maison pour rencontrer mon père? Vous présenter au gala de charité comme Madame Nathan Wells? Chaque question était un poignard dans son cœur. Mais vous disiez que vous m'aimiez. J'ai dit ce que j'avais à dire pour vous mettre dans mon lit. Ses yeux bleus étaient arctiques,
sans la moindre trace de la chaleur dont elle était tombée amoureuse. Vous étiez un bon coup. Je vous l'accorde. Mais si vous pensez que je suis assez stupide pour laisser une secrétaire croqueuse de diamants me piéger avec une grossesse, vous êtes plus naïf que je ne le pensais. La pièce tourbillonnait autour d'elle. Cela ne pouvait pas être en train de se produire. Ce ne pouvait pas être l'homme qui l'avait serré dans ses bras pendant les orages, qui lui avait acheté ses fleurs préférées juste parce que c'était mardi, qui avait tracé des motifs sur son épaule nue en lui parlant de ses rêves pour l'avenir. Nathan, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je n'ai jamais voulu vous piéger. Je vous aime. Ce bébé n'est pas ma responsabilité. Il appuya sur un bouton de son téléphone. Sécurité à mon bureau, immédiatement. Qu'est-ce que vous faites? La panique lui serra la gorge. Ce que j'aurais dû faire il y a des mois. Vous êtes renvoyé, Esha? Videz votre bureau et sortez de mon immeuble. Si vous essayez de me recontacter à nouveau, je vous ferai arrêter pour harcèlement. La porte du bureau s'ouvrit à la volée et 2 gardes de sécurité entrèrent, leurs visages professionnellement impassibles. Derrière eux planait l'assistante de Nathan, les yeux écarquillés de curiosité et d'une excitation à peine dissimulée devant le drame qui se déroulait. Madame Carter n'est plus employée ici, dit Nathan. Sa voix portait l'autorité absolue de sa position. Veuillez la raccompagner à la sortie. Non, attendez. Esha s'avança vers son bureau, désespérée d'atteindre l'homme qu'elle savait être encore quelque part à l'intérieur de cet étranger froid. Nathan, je vous en supplie, réfléchissez à ce que vous faites. C'est votre enfant. Il ne la regarda même pas, je ne vois pas de quoi vous parlez. Je n'ai jamais eu de relation personnelle avec cette femme. Si elle est enceinte, elle doit découvrir qui est le vrai père. Le mensonge était si éhonté, si complètement dévastateur, que pendant un instant Esha ne put respirer. Autour d'eux, elle pouvait entendre les chuchotements des assistants et des cadres juniors qui s'étaient rassemblés dans l'antichambre, attirés par l'agitation. Demain, ce serait le ragot du bureau. La semaine prochaine, ce serait une histoire édifiante sur les secrétaires qui visent trop haut. Madame, veuillez nous suivre. L'un des gardes s'avança, sans méchanceté, mais avec une ferme résolution. Esha regarda Nathan une dernière fois, cherchant sur son visage la moindre fissure dans le masque. Le moindre signe que l'homme qu'elle aimait était toujours là, mais son expression restait sculptée dans la pierre, ses yeux fixés sur l'écran de son ordinateur comme si elle avait déjà cessé d'exister. Avec ce qui lui restait de dignité, elle redressa les épaules et se dirigea vers la porte. Les employés rassemblés se dispersèrent comme des oiseaux effarouchés, incapables de croiser son regard. Elle pouvait sentir leur regard brûler son dos, pouvait pratiquement entendre leurs pensées. Quelle pathétique! Comment a-t-elle pu penser que quelqu'un comme Nathan Wells voudrait de quelqu'un comme elle? À l'ascenseur, elle se retourna une dernière fois. À travers les parois de verre de son bureau, elle pouvait voir Nathan, toujours assis à son bureau, travaillant comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne venait pas de détruire 2 vies par sa cruauté. Les portes de l'ascenseur se fermèrent, et Esha Carter commença sa descente, pas seulement vers le rez-de-chaussée, mais vers un avenir qu'elle devrait affronter seule. Dans son sac, le test de grossesse demeurait, petit témoin en plastique de l'amour qui avait été réel, même si ce n'était que pour elle. Et grandissant en elle, il y avait un morceau de Nathan Wells qu'il pouvait nier, mais qui serait toujours une partie de lui. Elle avait aimé un homme qui n'existait pas, mais le bébé qu'elle portait était réel, et cet enfant connaîtrait l'amour, même si son père ne le connaîtrait jamais. 7 ans plus tard, le cri strident du réveil perça les rêves d'Esha à 4h30 du matin, l'arrachant au seul répit qu'elle connaissait, ces précieuses heures où elle pouvait oublier que sa vie était devenue une bataille implacable pour la survie. Elle coupa rapidement l'alarme, ne voulant pas réveiller Liam, et se glissa hors du lit étroit qu'ils partageaient dans leur appartement d'une chambre. Le parquet grinçait sous ses pieds, une symphonie de pauvreté devenue la bande-son de leur vie. À travers les murs fins, elle pouvait entendre Madame Liu se disputer avec son mari en mandarin rapide, le bébé des Thompson pleurer, et le grondement lointain de la circulation déjà dense sur l'autoroute qui bordait leur complexe délabré. Ce n'était pas la vie qu'elle avait prévue, mais c'était la vie qu'elle avait bâtie sur des cendres. Esha se déplaça silencieusement dans leur minuscule cuisine, faisant attention à ne pas réveiller son fils. La cafetière était ancienne, une trouvaille de friperie qui mettait une éternité à couler, mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Pendant qu'elle attendait, elle étudia les factures éparpillées sur leur petite table comme des feuilles mortes, loyer, services publics, épicerie, fournitures scolaires de Liam.
Les chiffres ne semblaient jamais s'additionner correctement, peu importe combien de fois elle les réorganisait. À 5h15, elle embrassa doucement le front de Liam et partit pour son premier travail de la journée. La ville était belle à l'aube. Elle avait découvert qu'avant que la chaleur et l'humidité de l'été ne s'installent, avant que les rues ne se remplissent de trafic et de frustration, il y avait un moment où tout semblait possible. Elle marcha 8 pâtés de maison jusqu'à l'immeuble de bureau où elle nettoyait les bureaux de cadres qui gagnaient plus en un mois qu'elle ne gagnait en un an. Sa superviseure, Madame Garcia, était déjà là. Son visage aimable était plissé d'inquiétude. « Esha, tu as l'air fatigué. Est-ce que tu manges assez ? » « Je vais bien, Madame Garcia. » Le mensonge venait facilement maintenant, aussi naturel que de respirer. Esha avait appris à porter la survie comme une armure, à sourire quand son cœur se brisait, à se tenir droite quand tout en elle voulait s'effondrer. Le travail était dur, mais honnête. Elle récurait les toilettes, vidait les poubelles et passait l'aspirateur dans des bureaux qui ressemblaient étrangement à celui où sa vie avait implosé 7 ans plus tôt. Parfois, quand elle était seule dans un bureau d'angle avec des baies vitrées et un bureau en acajou, les souvenirs revenaient comme des fantômes importuns. Mais elle avait appris à les repousser, à se concentrer sur la tâche à accomplir. À 9h, elle se précipitait vers son deuxième emploi au Riverside Diner, où elle servait les tables pendant le rush du petit déjeuner et du déjeuner. Le travail était épuisant, mais les pourboires étaient meilleurs que le nettoyage de bureau, et parfois les clients laissaient derrière eux des journaux qu'elle pouvait rapporter à Liam. Commande prête. Tommy, le cuisinier, fit glisser 2 assiettes sur le passe-plat. La table-ci demande encore du sirop en plus. Esha sourit et attrapa le sirop, se faufilant entre les tables remplies d'ouvriers du bâtiment, d'employés de bureau et de retraités qui faisaient durer leur café pendant des heures. Elle avait appris à lire rapidement les gens, qui laisseraient un bon pourboire, qui se plaindraient, qui avaient juste besoin que quelqu'un l'écoute un instant. À la table 6 était assis Monsieur Johnson, un homme âgé qui venait chaque mardi et jeudi. Il commandait toujours la même chose, 2 œufs tournés, du pain de blé grillé et un café noir. Et il demandait toujours des nouvelles de Liam. « Comment va ton garçon à l'école » demanda-t-il, alors qu'elle remplissait sa tasse de café. « Il se débrouille à merveille. Encore au tableau d'honneur. » La fierté emplissait sa voix. Malgré tout l'appartement exigu, les difficultés financières, les nuits où elle se couchait le ventre vide pour qu'il puisse se resservir, Liam s'épanouissait. Il était intelligent, curieux et avait un sens de la justice qui l'inquiétait parfois. « Tu élèves un bon garçon » dit Monsieur Johnson, laissant un pourboire de 5$ sur une note de 7$. Ne l'oublie jamais. À 14h30, Esha était à son 3e emploi, remplissant les étagères au métro grosserie. Ses pieds lui faisaient mal, son dos protestait, mais elle continuait d'avancer. Chaque heure travaillée était un pas de plus vers la sécurité, une autre petite victoire contre la pauvreté qui menaçait de les engloutir. Le directeur de l'épicerie, Ethan, était jeune et enthousiaste, le genre de patron qui essayait d'être l'ami de tout le monde. « Esha, j'ai de bonnes nouvelles. La direction a approuvé ta demande d'heures supplémentaires. Tu peux commencer à travailler le dimanche matin aussi. » Plus d'heures signifiait plus d'argent, mais aussi moins de temps avec Liam, l'éternel compromis de la maternité célibataire. Du temps contre de l'argent, la présence contre la subsistance. Merci, Ethan. J'apprécie. À 6h, elle rentrait enfin chez elle, le corps épuisé, mais l'esprit intact. L'air du soir était lourd de la promesse d'orage d'été, et elle se dépêcha à travers les rues familières de son quartier. Ce n'était pas sur après la tombée de la nuit, mais c'était chez elle. Elle monta les 3 étages jusqu'à leur appartement, ses clés cliquetant doucement alors qu'elle déverrouillait la porte. L'odeur de brûlé la frappa immédiatement. « Liam ? » ?»« Je suis dans la cuisine, maman. » Sa voix portait la légère panique d'un enfant de 7 ans qui avait essayé de cuisiner et avait échoué. Elle le trouva debout devant leur vieille cuisinière, une casserole de ce qui avait été des macaronis au fromage maintenant carbonisés au-delà de toute reconnaissance. Ses cheveux sombres, si semblables aux siens, étaient en désordre, et ses vêtements d'école étaient éclaboussés de sauce au fromage orange. « Je voulais te faire la surprise, dit-il, la lèvre inférieure tremblante. Je sais que tu es toujours fatigué quand tu rentres, alors j'ai pensé. » Le cœur d'Esha se brisa et se répara au même instant. Elle s'agenouilla à son niveau, le serrant dans ses bras. Il sentait l'enfance, le fromage brûlé et tout ce qui était précieux dans son monde. « Oh, bébé, c'était si gentil de ta part, »
mais tu te souviens de ce que j'ai dit à propos d'utiliser la cuisinière quand je ne suis pas là. Je sais, mais j'ai 7 ans maintenant. Je voulais aider. Ses yeux marrons ont les yeux de Nathan, bien qu'elle essaya de ne jamais y penser ou était sérieux et déterminé. Tu m'aides, mon cœur, plus que tu ne le penses. Elle embrassa son front, goûtant le sel de sa peau et la douceur de l'innocence. Et si on nettoyait ça et qu'on faisait plutôt des sandwichs? Alors qu'ils travaillaient ensemble dans leur minuscule cuisine, Liam bavardant sur sa journée à l'école, Esha sentit la douleur familière dans sa poitrine. Cet enfant magnifique et brillant méritait tellement plus que ce qu'elle pouvait lui donner. Il méritait un père qu'il aimait, un appartement plus grand, des vacances, un fonds pour l'université, et toutes les opportunités qui venaient avec la sécurité financière. Mais il méritait aussi l'honnêteté, et c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais pu lui donner. Maman. La voix de Liam était basse alors qu'ils étaient assis à leur petite table, partageant des sandwichs au beurre de cacahuète. Pourquoi je n'ai pas de papa? La question qu'elle redoutait depuis des années arriva finalement, avec la désinvolture d'un enfant demandant la météo. Le sandwich d'Esha se transforma en poussière dans sa bouche. Certaines familles sont différentes, bébé. Nous avons l'un l'autre, et c'est ce qui compte. Mais Joey à l'école dit que tous les enfants ont un papa quelque part, même s'ils ne vivent pas ensemble. La logique innocente de Liam était dévastatrice. Est-ce que mon papa est mort? Non, mon cœur. Ton papa. Il n'était juste pas prêt à être papa. Est-ce qu'il sera prêt un jour? L'espoir dans sa voix a failli la briser. Comment pouvait-elle expliquer à un enfant de 7 ans que son père avait choisi de ne pas l'aimer, que Nathan Wells vivait à moins de 30 km de là dans son manoir, assistant à des galas de charité et bâtissant son empire, complètement ignorant qu'il avait un fils qui rêvait de lui chaque nuit? Je ne sais pas, Liam. Mais je sais que tu es la chose la plus importante dans mon monde, et je t'aime assez pour dire papa. Liam sembla satisfait de cette réponse, comme le sont souvent les enfants lorsqu'on leur présente l'amour comme substitut à la vérité. Mais Esha vit les questions qui subsistaient dans ses yeux, et elle sut que son monde soigneusement construit d'omission commençait à se fissurer. Plus tard ce soir-là, après que Liam se fut endormi en serrant son livre préféré sur l'exploration spatiale, Esha s'assit dans leur minuscule salon et s'accorda 5 minutes de faiblesse. 5 minutes pour se souvenir de ce que c'était que d'être aimé, de rêver d'une vie différente, de se demander ce que Nathan penserait s'il pouvait voir l'enfant remarquable qu'ils avaient créé. Son téléphone vibra avec un SMS de sa meilleure amie, Maya. « Ma belle, tu as vu les infos? Ton ex-patron se marie ce week-end. Grand mariage mondain. Tout ça me rend malade. » Esha fixa le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Nathan se mariait. Bien sûr. Avec quelqu'un d'approprié. Quelqu'un de son monde. Quelqu'un qui ne serait jamais accusé d'essayer de le piéger. Elle supprima le message sans répondre et vérifia Liam une dernière fois. Il dormait paisiblement. Son visage détendu de la manière que seuls les enfants peuvent atteindre. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles luttes, de nouvelles petites victoires. Mais ce soir, dans l'obscurité silencieuse de leur petit appartement, elle s'autorisa à espérer que d'une manière ou d'une autre, un jour, son amour serait suffisant pour lui donner la vie qu'il méritait. Dehors, la ville bourdonnait de 8 millions de rêves, et Esha Carter osait croire que le sien pourrait encore se réaliser. Liam Carter avait toujours été trop intelligent pour son propre bien, et le samedi matin ne fit pas exception. Il regarda le téléphone de sa mère s'allumer avec un message texte pendant qu'elle était sous la douche tiède de leur petit appartement. Le message venait de « Tante Maya ». Pas sa vraie tante, mais la chose la plus proche d'une famille qu'ils avaient en dehors d'eux-mêmes. Liam lisait mieux que la plupart des enfants de son âge, une compétence que sa mère avait nourrie avec des livres de la bibliothèque et de patientes leçons du soir à leur table de cuisine. Les mots sur l'écran lumineux semblèrent lui sauter aux yeux comme une enseigne au néon, « C'est le mariage de ton ex-patron aujourd'hui. Ce salaud de Nathan Wells épouse une mondaine à l'hôtel Plaza. J'espère qu'il s'étouffera avec son champagne. Nathan Wells. » Sa mère avait mentionné ce nom dans son sommeil parfois, toujours avec des larmes coulant sur son visage. Liam s'était demandé qui pouvait faire pleurer sa mère si forte et si courageuse. Même dans ses rêves. L'esprit de ses 7 ans fonctionnait avec la logique implacable de l'enfance. Connectant des points que les adultes manquaient souvent. Sa mère avait travaillé pour ce Nathan. Elle pleurait à cause de lui. Elle avait dit à Liam que son papa n'était pas prêt à être papa. Et maintenant, cet homme se mariait dans l'hôtel le plus chic de la ville.
Les petites mains de Liam tremblèrent alors qu'il reposait le téléphone exactement là où sa mère l'avait laissé. La douche coulait toujours, ce qui signifiait qu'il avait peut-être 5 minutes avant qu'elle ne remarque son absence. Il enfila ses meilleurs vêtements, le pantalon bleu marine et la chemise blanche que tante Maya lui avait acheté pour les photos de l'école. S'il allait rencontrer son père, il voulait être présentable. Peut-être que si son papa voyait comme il était bien, intelligent et bien élevé, il voudrait être son papa après tout. L'hôtel Plaza n'était pas loin. Il l'avait vu lors de leur promenade en ville, quand sa mère lui montrait les jolis bâtiments et lui racontait des histoires sur les gens qui pouvaient y vivre. Liam avait toujours eu un bon sens de l'orientation, un autre trait que sa mère avait fièrement cultivé. Et il savait exactement quel bus prendre. Les pièces de sa tirelire, argent qu'il avait économisé pour l'anniversaire de sa mère, tintaient dans sa poche alors qu'il se glissait hors de leur immeuble. Madame Liu arrosait ses plantes sur l'escalier de secours et l'appela. Mais Liam courait déjà dans la rue, le cœur battant de détermination et de terreur. Le trajet en bus sembla durer une éternité. Liam était assis, pressé contre la fenêtre, regardant la ville changer autour de lui alors qu'il passait de son quartier de grillage et de dépanneur à un monde de tours étincelantes et de portiers en uniforme chic. À chaque pâté de maison, les bâtiments devenaient plus hauts, les voitures plus chères, les gens plus élégants. L'hôtel Plaza se dressait devant lui comme un château de ses livres d'histoire, tout en pierre dorée et fenêtres cintrées. Liam n'avait jamais rien vu d'aussi grandiose, d'aussi incroyablement beau. Des voitures qui coûtaient plus que ce que sa mère gagnait en un an étaient alignées à l'extérieur, et des hommes en costume noir aidaient des femmes en robe fluide à descendre sur un tapis rouge qui menait à l'entrée principale. C'était le monde de son père. C'était là qu'il appartenait. Liam s'approcha de l'hôtel avec la confiance intrépide que seuls les enfants possèdent. Le portier, resplendissant dans son uniforme à galons dorés, baissa les yeux sur le petit garçon avec surprise. « Excusez-moi, jeune homme, êtes-vous avec quelqu'un ? » « Je suis ici pour le mariage, » dit Liam, levant le menton avec une dignité qui aurait rendu sa mère fière. « Je suis censé être là. » L'expression du portier s'adoucit. Peut-être supposa-t-il que Liam était un porteur d'alliance en retard, ou le fils d'un invité au mariage, avec ses vêtements repassés et ses manières polies. Liam ressemblait exactement au genre d'enfant qui serait le bienvenu à un tel événement. La cérémonie est dans la grande salle de bal. Fils, suis les panneaux. Liam traversa le hall de l'hôtel les yeux écarquillés, admirant les lustres en cristal, les sols en marbre, les énormes arrangements floraux qui coûtaient probablement plus que le loyer mensuel de sa mère. Partout où il regardait, il voyait une richesse au-delà de son imagination. Des femmes dégoulinantes de diamants, des hommes en smoking qui leur allaient comme une seconde peau, des enfants de son âge habillés comme de petits adultes et agrippant les mains de nounous. Les panneaux indiquant la grande salle de bal étaient faciles à suivre, et à mesure que Liam se rapprochait, il pouvait entendre les douces notes de la musique classique et le faible murmure de centaines de voix. Son cœur commença à s'emballer. Dans quelques minutes à peine, il rencontrerait enfin son père. La grande salle de bal était la plus belle chose que Liam ait jamais vue. Des milliers de fleurs blanches tombaient en cascade du plafond, et des chaises dorées étaient disposées en rangées parfaites face à un hôtel qui semblait sorti d'un conte de fées. Les invités étaient assis, leurs visages tournés avec attente vers l'avant de la salle. Et là, debout devant l'autel dans un smoking noir, se trouvait un homme qui ressemblait exactement à ce que Liam serait quand il serait grand. Nathan Wells était grand et beau, avec des cheveux sombres et des yeux que Liam reconnut de son propre reflet. La ressemblance était indéniable, incontestable, écrasante. C'était son père. C'était l'homme qui avait fait pleurer sa mère, qui n'avait jamais voulu le rencontrer, qui avait choisi ce moment, le jour de son mariage, pour prouver que Liam ne comptait pas. La marche nuptiale commença à jouer, et les invités se levèrent. Une femme dans la plus belle robe blanche que Liam ait jamais vue commença à descendre l'allée, le visage rayonnant de joie. Elle était jolie et blonde, et ressemblait au genre de personne qui appartenait à ce monde doré. Elle ressemblait à tout ce que sa mère n'était pas. La rage emplit la petite poitrine de Liam, chaude, pure et juste. Sa mère cumulait 3 emplois pour les nourrir. Elle se couchait le ventre vide pour qu'il puisse manger. Elle le serrait dans ses bras quand il faisait des cauchemars, et lui lisait des histoires même quand elle était épuisée. Elle était la personne la plus belle, la plus forte, la plus merveilleuse du monde. Et cet homme, son père, l'avait jetée comme un déchet. La mariée atteignit l'autel, et Nathan Wells lui sourit avec une tendresse qui fit craquer le cœur de Liam en deux. Son père était capable d'aimer. Il n'avait simplement pas voulu aimer Liam ou sa mère.
Le célébrant commença à parler, mais Liam entendait à peine les mots. Sa vision s'était rétrécie en un tunnel focalisé sur l'homme à l'hôtel, l'homme qui aurait dû être son papa, qui aurait dû être là pour les histoires du soir, les genoux écorchés et les pièces de théâtre de l'école. Si quelqu'un a une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Les mots résonnèrent dans le silence soudain, et Liam sentit comme si l'univers venait de lui donner la permission. Il commença à descendre l'allée. 300 invités se retournèrent pour dévisager le petit garçon dans ses vêtements soigneusement repassés, le menton levé avec détermination, ses yeux marrons ou les yeux de Nathan brillant d'intention. Des murmures parcoururent la foule comme de l'eau, mais Liam n'entendit rien d'autre que le battement de son propre cœur. Nathan le vit arriver. Liam regarda le visage de son père passer de la confusion à la reconnaissance, puis à quelque chose qui aurait pu être de la peur. La mariée regardait entre eux, son sourire vacillant alors qu'elle voyait la ressemblance indéniable. Liam atteignit l'hôtel et s'arrêta juste devant Nathan Wells, levant les yeux vers l'homme qui avait façonné toute sa vie par son absence. « Tu es mon papa » dit Liam, sa voix portant clairement dans le silence stupéfait. « Et tu as abandonné ma maman quand elle avait le plus besoin de toi. » La bouche de Nathan s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Sécurité. » Mais Liam n'avait pas fini. Ces temps de questions, de se demander pourquoi il n'était pas assez bien pour être aimé, de regarder la lutte et le sacrifice de sa mère, s'étaient accumulés en lui comme un barrage sur le point de céder. « Tu as trahi ma mère » cria Liam, sa voix d'enfant tranchant à travers la salle de bal ornée comme une épée. « Tu lui as brisé le cœur, et tu l'as fait pleurer, et tu n'as jamais même voulu me connaître. » La mariée recula en trébuchant, son bouquet tombant sur le sol de marbre. « Nathan, qu'est-ce que c'est? Qui est cet enfant ?» Liam se tourna pour la regarder, cette étrangère qui essayait de lui prendre son père pour toujours. « C'est mon vrai père. Il s'appelle Nathan Wells, et c'est un menteur et un lâche. » Les halètements de l'auditoire étaient audibles maintenant, une vague de choc déferlant sur les invités assemblés. Des téléphones apparaissaient, des appareils photo cliquetaient, des publications sur les réseaux sociaux étaient rédigées en temps réel. Ce n'était plus seulement un mariage. C'était un scandale. Nathan tendit la main vers le bras de Liam, mais le garçon fut plus rapide, alimenté par une colère juste et le désespoir. Liam arma son petit poing et frappa Nathan Wells aussi fort qu'il le pouvait, en plein dans l'estomac. « Je ne te laisserai jamais tranquille » cria Liam alors que Nathan se pliait en deux, plus par choc que par douleur. « Tu ne peux plus prétendre que je n'existe pas » Les gardes de sécurité se précipitaient maintenant, mais ils semblaient incertains de la manière de gérer un garçon de 7 ans qui était clairement en détresse. La mariée pleurait, son maquillage parfait coulant en traînées noires sur ses joues. Les invités se levaient, attrapant leur téléphone, chuchotant frénétiquement entre eux. Et à travers tout cela, Nathan Wells fixait le petit garçon qui venait de détruire son mariage, voyant son propre visage se refléter en miniature. « Liam. Liam. » La voix déchira le chaos comme une bouée de sauvetage. Liam se retourna pour voir sa mère courir dans l'allée, son visage un masque de panique et de terreur. Elle ne lui avait jamais paru aussi belle, même si elle portait ses vieux vêtements de travail et que ses cheveux étaient ébouriffés par la course. « Ne le touchez pas » cria Esha, alors que les gardes de sécurité se dirigeaient vers son fils. « C'est juste un bébé. » Elle atteignit Liam et le souleva dans ses bras, le tenant protecteur contre sa poitrine. Ses yeux rencontrèrent ceux de Nathan à travers l'hôtel en ruine, et 7 ans de douleur, de colère et d'amour passèrent entre eux en un seul regard. « Bonjour, Nathan » dit-elle calmement, sa voix stable malgré le chaos environnant. « Je crois qu'il est temps que tu rencontres ton fils. » Le silence qui suivit les mots d'Esha était assourdissant, rompu seulement par les faibles sanglots de la mariée et le cliquetis lointain des téléphones capturant le désastre de mariage le plus spectaculaire de l'histoire de l'hôtel Plaza. Nathan Wells se tenait figé devant l'hôtel, son smoking parfait maintenant froissé par le petit mais déterminé coup de poing de Liam. Il regardait la femme qui avait hanté ses rêves pendant 7 ans. Esha semblait exactement la même, et pourtant complètement différente. Toujours aussi belle, possédant toujours cette dignité tranquille qui avait d'abord attiré son attention. Mais maintenant, il y avait de l'acier dans sa colonne vertébrale et du feu dans ses yeux qui n'étaient pas là avant. La maternité et les épreuves l'avaient transformé en quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui combattrait des tigres pour protéger son enfant. Leur enfant. Le garçon, Liam, pressait son visage contre l'épaule de sa mère, mais ses yeux ne quittaient pas le visage de Nathan. Ses yeux étaient comme regardés dans un miroir,
reflétant non seulement les propres traits de Nathan, mais aussi une innocence que Nathan avait perdue quelque part sur le chemin pour devenir l'homme que son père exigeait qu'il soit. C'est impossible, murmura Sophia. Sa robe de mariée parfaite était maintenant tachée de larmes et des pétales écrasés de son bouquet tombé. Nathan, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que cet enfant ment. Mais Nathan ne pouvait parler, les mots coincés dans sa gorge comme des éclats de verre. Car la vérité était écrite sur tout le visage de Liam. Dans la courbe de sa mâchoire, la forme de ses yeux, la détermination de sa bouche que Nathan reconnaissait de ses propres photos d'enfance. Les invités étaient dans divers états de choc et de fascination. Certains se dirigeaient déjà vers les sorties, ne voulant pas faire partie du scandale qui se déroulait. D'autres restaient collés à leur siège, les smartphones enregistrant chaque moment pour la postérité et les ragots. Nathan pouvait déjà voir les gros titres de demain. Le mariage du milliardaire ruiné par un enfant secret. Sécurité, veuillez escorter ces personnes à la sortie, réussit enfin à dire Nathan, son entraînement de PDG reprenant le dessus. En cas de crise, prendre le contrôle, limiter les dégâts, protéger la marque. Mais Liam releva la tête de l'épaule de sa mère, ses yeux miroirs brillants du sens de la justice d'un enfant. Non, je ne partirai pas. Tu ne peux pas continuer à prétendre que je n'existe pas. Fils, commença Nathan, puis s'arrêta, le mot sonnant étranger sur sa langue. Je ne suis pas ton fils, cria Liam, sa petite voix résonnant dans la salle de bal. Les fils vivent avec leur papa. Les fils reçoivent des cadeaux d'anniversaire, des histoires avant de dormir et de l'aide pour leurs devoirs. Je suis juste le gamin que tu as jeté. Chaque mot était un couteau dans la poitrine de Nathan. La vérité absolue, livrée avec l'honnêteté dévastatrice que seuls les enfants possèdent, transperçait chaque défense qu'il avait construite au fil des ans. Les bras des chats se resserrèrent protecteurs autour de Liam. Ça suffit, dit-elle calmement, mais sa voix porta jusqu'aux confins de la salle silencieuse. Nous ne sommes pas venus ici pour blesser qui que ce soit. Elle regarda directement Nathan, et il vit 7 ans de lutte sur son visage, 7 ans à élever leur enfant seul. Il voulait juste rencontrer son père. Je voulais savoir pourquoi tu ne voulais pas de moi, ajouta Liam, sa voix plus petite maintenant, plus vulnérable. L'innocence de sa question brisa le cœur de Nathan. Ce bel enfant était venu ici avec espoir, croyant que si seulement son père le rencontrait, voyait comme il était bien, tout changerait. Sophia reculait de l'autel, ses talons de créateur claquant sur le sol de marbre. « Je ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Nathan, je ne peux pas. Pas comme ça. Pas avec. Avec eux ici. Sophia, attends. » Mais elle courait déjà, sa robe de mariée traînant derrière elle comme un drapeau blanc de reddition. Ces demoiselles d'honneur suivirent dans un tourbillon de soie et de confusion, laissant Nathan seul à l'autel qui était censé l'unir à son avenir. L'officiant, un homme distingué plus âgé qui avait probablement célébré des centaines de mariages mondains, s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Peut-être devrions-nous reporter. Le mariage est terminé, dit Nathan platement. Tout le monde peut rentrer chez soi. Mais les invités étaient réticents à partir. Trop fascinés par le drame qui se déroulait sous leurs yeux. Nathan pouvait sentir leurs regards, leurs spéculations chuchotées, leur téléphone enregistrant toujours. Sa vie était disséquée en temps réel. Diffusée au monde entier via les réseaux sociaux. Roland Wells, le père de Nathan, s'avança enfin du premier rang. À 68 ans, il était toujours imposant, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son costume à $3000 impeccable. Mais son visage était dur de déception et de rage à peine contenue. Nathan, que signifie tout ceci? La voix de Roland aurait pu couper du verre. Qui sont ces gens? Nathan regarda son père, puis Esha et Liam, puis de nouveau son père. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas de réponse qui satisferait Roland Wells. Liam, cependant, n'eut aucune hésitation. Il s'avança, petit et défiant dans ses vêtements soigneusement repassés. « Je suis ton petit-fils », annonça-t-il avec le ton neutre que les enfants utilisent pour énoncer des vérités évidentes. « Je m'appelle Liam Carter, j'ai 7 ans, et je suis très bon en maths. » Le visage de Roland devint blême, puis rouge, puis à nouveau blême. « C'est absurde. Nathan, dis-moi que tu n'as pas été assez stupide pour. »« Pourquoi » interrompit Esha, sa voix stable mais dangereuse. « Pour aimer quelqu'un en dessous de votre rang? Pour créer un enfant avec quelqu'un qui n'est pas né dans votre monde de privilèges. »
Roland tourna son regard froid sur elle, le même regard dédaigneux que Nathan lui avait lancé il y a 7 ans. Jeune femme, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais... Ce n'est pas un jeu, la sérénité des chats ne vacilla pas. Il s'agit d'un petit garçon qui mérite de connaître son père. Un petit garçon qui me demande chaque soir pourquoi son papa ne l'aime pas. Liam se serra contre sa mère, sentant l'hostilité émanant de l'homme plus âgé. Maman, rentrons à la maison. Je n'aime pas cet endroit. Mais Nathan trouva enfin sa voix. Attendez. Le simple mot l'arrêta alors qu'elle se tournait pour partir. Juste. Attendez. Elle le regarda, et Nathan vit quelque chose vaciller dans ses yeux. Pas de l'espoir. Il avait tué ça il y a 7 ans. Mais une volonté d'écouter. J'ai besoin de savoir, dit Nathan. Sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Est-il vraiment? Vraiment quoi, Nathan? Vraiment ton fils? Le rire des chats était amer. Regarde-le. Regarde son visage et dis-moi ce que tu vois. Nathan regarda. Vraiment. La ressemblance était indéniable. C'était comme regarder des photos de lui-même enfant. Même cheveux sombres, mêmes yeux marrons, même détermination dans la mâchoire. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui venait purement des chats. Une douceur. Une chaleur que Nathan n'avait jamais possédée. Même enfant. Il a tes yeux. La voix de Sophia vint de derrière eux. Elle était revenue, sa robe de mariée maintenant froissée, son maquillage strié de larmes. Je me suis toujours demandé pourquoi tu avais l'air si triste parfois, Nathan. Maintenant je sais. Nathan se tourna vers son ex-future épouse. Sophia, je peux expliquer. Vraiment? Elle s'approcha lentement, ses talons résonnant dans la salle de bal maintenant silencieuse. La plupart des invités étaient enfin partis, incapables de supporter le spectacle de la destruction complète de ce qui devait être l'événement social de la saison. Peux-tu expliquer comment tu as eu un enfant avec une autre femme et ne me l'as jamais dit? Peux-tu expliquer comment tu as laissé ce petit garçon grandir sans son père? Je ne savais pas, si, tu savais. La voix des chats trancha à travers son mensonge. Je t'ai dit que j'étais enceinte. Je t'ai supplié d'écouter. Tu m'as fait escorter par la sécurité et tu as dit à tout le monde que je mentais. Les souvenirs submergèrent Nathan comme un raz-de-marée. Il se souvenait de ce jour. Se souvenait de la peur qu'il avait saisie quand Esha avait posé ce test de grossesse sur son bureau. Peur de la désapprobation de son père. Peur de ce que le conseil d'administration penserait. Peur de changer la trajectoire soigneusement planifiée de sa vie. Alors il avait fait ce qu'il faisait toujours face à quelque chose qui ne cadrait pas avec son monde. Il l'avait détruit. Liam observait cet échange avec la concentration intense que les enfants apportent aux conversations d'adultes qu'ils ne comprennent pas entièrement mais savent importantes. « Maman, murmura-t-il, est-ce que la jolie dame est fâchée contre mon papa ?» L'expression de Sophia s'adoucit alors qu'elle baissait les yeux vers le petit garçon. « Non, mon cœur. Je ne suis pas fâché contre toi. Tu n'as rien fait de mal. Mais j'ai ruiné ton mariage, dit Liam, sa lèvre inférieure tremblante. Je ne voulais pas te faire pleurer. » Et soudain, Sophia s'agenouillait dans sa robe de mariée à plusieurs milliers de dollars, prenant les petites mains de Liam dans les siennes parfaitement manucurées. « Oh, chérie, tu n'as rien ruiné du tout. Parfois, les adultes font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Et ce n'est pas de ta faute quand les choses s'effondrent. » Nathan regarda cette interaction avec un étonnement croissant. Sophia, qui avait été élevée dans le même monde de privilèges et d'attentes que lui, montrait plus de compassion à son fils qu'il n'avait réussi à le faire au cours des 10 dernières minutes. « J'aurais dû savoir, » continua Sophia, parlant toujours à Liam, mais assez fort pour que tout le monde entende. « Ton papa a toujours eu peur d'aimer les gens. C'est plus facile pour lui de les repousser que de risquer d'être blessé. » Elle se leva et se tourna vers Nathan, retirant sa bague de fiançailles, un diamant de 5 carats qui avait appartenu à sa grand-mère. « Je ne peux pas épouser quelqu'un qui abandonnerait son propre enfant, Nathan. Je pensais savoir qui tu étais, mais je me trompais. » Elle plaça la bague dans sa paume et referma ses doigts dessus. « Peut-être que ce petit garçon pourra t'apprendre à aimer. Dieu sait que j'ai essayé et échoué. » Sur ce, elle ramassa sa traîne et s'éloigna, la tête haute malgré la dévastation du jour de son mariage. Nathan resta là, tenant la bague, sentant son poids comme une accusation. Autour de lui,
La salle de bal était presque vide maintenant, à l'exception du personnel de l'hôtel qui commençait le processus de nettoyage des débris de son mariage. Les fleurs se fanaient, les chaises étaient renversées, et le gâteau, un chef-d'œuvre de cet étage qui avait coûté plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois, trônait intact. Roland s'avança, son visage un masque de fureur à peine contenu. « Règle ça, siffla-t-il à Nathan. Quoi qu'il en coûte, règle ça. Paie-les. Fais-leur signer des accords, mais sors-les de nos vies avant qu'ils ne détruisent tout ce que nous avons construit. Papa. Non. La voix de Roland était finale. Tu as déjà fait une erreur il y a 7 ans. N'aggrave pas ton cas en faisant une autre maintenant. Certaines personnes ne sont pas de notre monde. Nathan. Elles ne le seront jamais. Il tourna les talons et s'éloigna, laissant Nathan seul avec Esha et Liam dans les ruines de ce qui devait être le plus beau jour de sa vie. Le silence s'étira entre eux, lourd de 7 ans de blessures, de regrets et d'un amour qui avait été enterré mais n'était jamais vraiment mort. Liam rompit le silence en premier. « Tu es vraiment mon papa. » Nathan baissa les yeux dans ses yeux familiers et sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, quelque chose qui était gelé depuis si longtemps qu'il en avait oublié l'existence. « Oui, murmura-t-il. Oui, je le suis. » C'était la première chose honnête qu'il avait dite de toute la journée. 3 nuits blanches après le désastre de son mariage, Nathan Wells était assis dans son bureau d'angle à 2 heures du matin, entouré par les fantômes des décisions qui avaient façonné toute sa vie d'adulte. La ville scintillait derrière ses baies vitrées, mais Nathan ne voyait rien de sa beauté. Son bureau était jonché de journaux et d'impressions de sites web à potins, chacun affichant des gros titres de plus en plus sensationnels sur son mariage détruit. L'enfant secret du milliardaire ruine le mariage mondain. Drame à l'hôtel Plaza. Le passé du PDG le rattrape. Le perturbateur de mariage. Un enfant de 7 ans expose les mensonges du milliardaire. Mais c'étaient les photos qui le hantaient le plus. Photo après photo du visage de Liam, cette petite expression déterminée alors qu'il se tenait à l'hôtel, livrant des vérités que Nathan avait passé des années à essayer d'enterrer. Sur chaque image, la ressemblance était indéniable. Regarder Liam, c'était comme regarder ses propres photos d'enfance. Si seulement ces photos d'enfance avaient jamais montré un tel courage. Le téléphone de Nathan vibrait constamment avec les appels des membres du conseil d'administration, des investisseurs et des journalistes, mais il les ignorait tous. Il n'y avait qu'un seul appel qui comptait, et il essayait de trouver le courage de le passer depuis 3 jours. Finalement, il prit sa ligne privée et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis 7 ans. Dr Ellis. C'est Nathan Wells. J'ai besoin d'une faveur. Le docteur Ellis était le médecin de la famille Wells depuis 30 ans. Un homme qui comprenait la discrétion et la nature délicate des secrets de familles riches. Nathan. J'ai entendu pour le mariage. Je suis désolé. J'ai besoin d'un test ADN. Discrètement. Il y eut une pause. Je vois. Avez-vous des échantillons? La main de Nathan se déplaça vers le petit sac de preuves sur son bureau. Pendant le chaos au plaza, Liam avait laissé un petit fil de sa veste accroché au pied du microphone de l'hôtel. Nathan l'avait empoché sans réfléchir, un instinct lui disant qu'il pourrait avoir besoin d'une preuve de ce que son cœur savait déjà. Oui. Pouvez-vous comparer ça à l'ADN que vous avez dans mon dossier depuis mon dernier bilan de santé? Bien sûr. C'est à propos du garçon. Nathan ferma les yeux. Il s'appelle Liam Carter, et je pense. Je pense qu'il pourrait être mon fils. J'aurai les résultats pour vous demain soir. Nathan? Oui. Quels que soient les résultats, vous savez ce que vous avez à faire. La communication fut coupée, laissant Nathan seul avec sa conscience et le poids de cette année de lâcheté. Le lendemain s'éternisa comme une peine de prison. Nathan assista à des réunions du conseil d'administration sans en entendre un mot, signa des documents sans les lire et répondit à des appels de plus en plus furieux de son père concernant la limitation des dégâts et la protection du nom de la famille. Le conseil commence à s'inquiéter, lui dit Mason Reed, son associé et ami le plus proche, lors de leur réunion de l'après-midi. Mason était l'une des rares personnes en qui Nathan avait une confiance absolue, un homme qui l'avait soutenu à travers chaque bataille d'entreprise et crise personnelle. Le cours des actions a chuté de 3 points depuis le mariage. Les investisseurs posent des questions. Laisse-les poser leurs questions. Mason étudia le visage de Nathan avec inquiétude. Tu as une mine affreuse. As-tu dormi depuis samedi?
Comment pourrais-je dormir? Nathan se renversa dans son fauteuil, se sentant plus vieux que ses 42 ans. Mason? Je crois que j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie il y a 7 ans. Tu parles d'Esha Carter? Nathan hocha la tête. Ils étaient amis depuis assez longtemps pour que Mason soit au courant de la liaison, bien que Nathan ne lui ait jamais parlé de la grossesse. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Je ne l'ai pas cru. Je pensais qu'elle essayait de me piéger. Et maintenant? Maintenant, je pense que c'est moi qui étais piégé. Piégé par ma propre peur, par les attentes de mon père et par ce foutu besoin de protéger la précieuse réputation des Wells. La voix de Nathan était amère. Sais-tu ce que ce petit garçon m'a dit? Il a dit que je l'avais jeté comme un déchet. Et il avait raison. Mason resta silencieux un long moment. Qu'est-ce que tu vas faire? Avant que Nathan ne puisse répondre, la voix de sa secrétaire retentit via l'interphone. Monsieur Wells, le docteur Ellis est là pour vous voir. Le cœur de Nathan s'arrêta. Faites-le entrer. Le docteur Ellis entra, porteur d'une enveloppe Kraft qui aurait tout aussi bien pu contenir l'avenir entier de Nathan. C'était un homme distingué d'une septantaine d'années, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes cerclées de fils de fer et l'assurance de quelqu'un qui avait annoncé à la fois de merveilleuses et de terribles nouvelles à des familles pendant des décennies. Messieurs. Le docteur Ellis salua Mason d'un signe de tête, puis regarda directement Nathan. Dois-je attendre que vous soyez seul? Mason peut entendre. Il fait partie de la famille. Le docteur Ellis ouvrit l'enveloppe et en sortit une seule feuille de papier. Les résultats du test ADN sont concluants. La probabilité de paternité est de 99,99%. Félicitations, Nathan. Vous avez un fils. Les mots frappèrent Nathan comme un coup physique. Même s'il l'avait su, même si la preuve était inscrite sur le visage de Liam, l'entendre confirmer lui donna l'impression que le monde basculait sur son axe. Mon Dieu, murmura Mason. Nathan, tu as un fils de 7 ans. Nathan prit le papier avec des mains tremblantes, fixant la preuve scientifique de ce que son cœur lui hurlait depuis 3 jours. Des chiffres et des pourcentages qui s'additionnaient pour former une vérité dévastatrice. Il avait abandonné son propre enfant. Il y a autre chose, dit doucement le docteur Ellis. J'ai pris la liberté de faire des recherches sur le dossier médical du garçon. Il a fait plusieurs séjours aux urgences au cours de l'année écoulée. Pneumonie. Un poignet cassé. Et ce qui semble être une malnutrition chronique. Malnutrition? La voix de Nathan était tranchante. Ces courbes de croissance suggèrent qu'il ne reçoit pas une alimentation adéquate. Ce n'est pas sévère, mais c'est cohérent avec une famille en difficulté financière. Le ton du docteur Ellis restait professionnel, mais Nathan perçut la critique implicite. Les enfants de famille à faible revenu. Il n'est pas issu d'une famille à faible revenu, l'interrompit Nathan. C'est mon fils. C'est un Wells. Les mots restèrent suspendus dans l'air, porteurs d'un poids que Nathan commençait à peine à comprendre. Il ne s'agissait pas seulement de reconnaître la paternité. Il s'agissait d'accepter la responsabilité de cette année de négligence. Le docteur Ellis partit, emportant l'enveloppe mais laissant Nathan avec le fardeau de la vérité. Mason versa 2 verres de bourbon depuis le chariot-bar du bureau de Nathan. Un geste qu'ils avaient fait d'innombrables fois au fil des ans pour célébrer des victoires ou compatir lors de défaites. Ceux-ci ressemblaient aux deux à la fois. Alors, quoi maintenant? Demanda Mason, s'installant dans le fauteuil en cuir en face du bureau de Nathan. Je ne sais pas. Nathan fixa son verre. Comment s'excuser pour 7 ans? Comment expliquer à un enfant que tu l'as abandonné? Pas parce que tu ne l'aimais pas, mais parce que tu étais trop lâche pour l'aimer. Tu commences par essayer. Le téléphone de Nathan sonna. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de son père, et Nathan sut qu'il ne pouvait plus éviter cette conversation. Nathan. La voix de Roland était glaciale. J'imagine que tu as reçu les résultats ADN maintenant. Comment? Je protège les intérêts de cette famille depuis avant ta naissance. Pensais-tu vraiment que je ne saurais pas pour la visite du docteur Ellis? Le ton de Roland était dangereux. Maintenant, écoute-moi attentivement. J'ai parlé à notre équipe juridique. Nous pouvons faire disparaître ça discrètement. Un arrangement financier généreux, des accords de non-divulgation, peut-être les relocaliser dans une autre ville. La mère semble être une femme raisonnable. Elle s'appelle Esha. Je me fiche de son nom.
Ce qui m'importe, c'est de protéger ce que nous avons construit. Ce scandale nous a déjà coûté des millions en valeur boursière. Si nous ne contenons pas et si je ne veux pas le contenir? La voix de Nathan était calme, mais Mason entendit l'acier qui la sous-tendait. Le silence à l'autre bout du fil fut assourdissant. Pardon? La voix de Roland était mortelle. Et si je veux être son père? Et si je veux essayer de réparer les dégâts que j'ai causés? Alors tu es un imbécile. Les mots de Roland étaient brutaux. Cette femme ne vient de rien, Nathan. Son fils ne sera jamais l'un des nôtres. Fais-les entrer dans notre monde, et tu détruiras tout ce que ton grand-père et moi avons construit. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un le détruise. Nathan raccrocha avant que son père ne puisse répondre, ses mains tremblant d'un mélange de terreur et de libération. Il venait de déclarer la guerre à tout ce qu'on lui avait appris à croire, tout ce qui avait façonné sa vie d'adulte. Mason laissa échapper un sifflement bas. Tu viens de couper les ponts avec ton père. Bien. Il était peut-être temps. Nathan se leva et se dirigea vers sa fenêtre, regardant la ville où, quelque part dans un petit appartement, son fils faisait probablement ses devoirs ou jouait avec des jouets que Nathan aurait pu acheter 1000 fois. Mason, j'ai besoin que tu découvres tout sur Esha et Liam. Où ils vivent, où il va à l'école, ce dont ils ont besoin. Tu es sûr de ça? Une fois que tu t'engages sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Nathan pensa au visage de Liam devant l'autel, à la façon dont il l'avait regardé avec tant d'espoir, de douleur et de courage défiant. Il pensa à Esha tenant leur fils d'un air protecteur tout en faisant face à une salle de bal pleine d'étrangers. Il pensa à ces temps d'histoire du soir qu'il n'avait jamais lu, d'anniversaires qu'il n'avait jamais célébrés, de genoux écorchés qu'il n'avait jamais soignés d'un baiser. J'en suis sûr. Trouve-les, Mason. Il est temps que je rencontre mon fils correctement. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, et pour la première fois en 7 ans, Nathan Wells ressentit quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. On frappa à la porte de l'appartement d'Esha à 7 heures un jeudi soir. C'était un coup doux mais persistant, porteur du poids de l'inévitable. C'était ce qu'elle redoutait depuis 2 semaines, depuis le désastre de l'hôtel Plaza. Elle sut qui c'était avant même de regarder à travers le Judas. Quelque chose dans sa poitrine, peut-être son cœur, peut-être juste de vieilles blessures se rouvrant, reconnut sa présence comme un membre fantôme, se souvenant de la douleur. À travers le verre déformant, Nathan Wells se tenait dans son couloir, semblant complètement déplacé dans son costume à $1000 au milieu de la peinture écaillée et des carreaux cassés de son immeuble. « Maman, c'est qui à la porte ?» appela Liam depuis le minuscule salon où il était affalé sur leur canapé d'occasion, travaillant sur ses devoirs de maths avec l'intensité concentrée qui la rendait toujours fière. « Personne d'important, chérie. Continue tes problèmes. » Mais Liam était trop intelligent, avait toujours été trop observateur. Il apparut à son coude, se hissant sur la pointe des pieds pour regarder par le Judas. Son souffle coupé lui apprit qu'il avait reconnu son père, lui aussi. « C'est lui, » murmura Liam, sa voix portant à parts égales l'excitation et la peur. « C'est mon papa. » Le mot frappa Esha comme un coup physique. Après 7 ans d'explications soigneusement construites sur les pères qui n'étaient pas prêts, Liam s'était accroché à la reconnaissance de Nathan lors du mariage avec l'espoir désespéré que seuls les enfants possèdent. Un autre coup, légèrement plus insistant. « Je sais que tu es là, Esha. Nous devons parler. » Sa voix était différente de celle dont elle se souvenait, plus calme, moins autoritaire. Mais là encore, tout dans sa vie était différent maintenant. Elle n'était plus la secrétaire naïve de 28 ans qui croyait aux contes de fées. « Retourne à tes devoirs, Liam. » « Mais maman. » Maintenant. Liam retourna à contre-cœur sur le canapé, mais Esha pouvait sentir son attention focalisée sur chaque mot. Elle prit une profonde inspiration et ouvrit la porte, gardant la chaîne de sécurité engagée, de sorte que seule une fente de son visage était visible. Nathan avait l'air épuisé. Ses cheveux habituellement parfaits étaient légèrement en désordre. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux, et sa cravate était desserrée d'une manière qui aurait horrifié le Nathan dont elle se souvenait. Mais ses yeux marrons dont Liam avait hérité, avaient toujours le pouvoir de lui faire oublier comment respirer. « Bonjour, Esha. »« Qu'est-ce que tu veux, Nathan ?» Il leva une enveloppe Kraft épaisse de ce qui ressemblait à des documents juridiques. « Je veux aider. Je veux arranger les choses. C'est trop tard pour ça. Je sais. Mon Dieu, je sais à quoi ça ressemble. Mais s'il te plaît, laisse-moi juste entrer. »
Laisse-moi parler à Liam. Lui parler? La voix d'Esha monta malgré ses efforts pour rester calme. Maintenant tu veux lui parler après avoir nié son existence devant 300 personnes? J'avais tort. J'étais effrayé, stupide et j'avais tort, et j'essaie de réparer ça. Derrière elle, elle entendit le crayon de Liam cesser de bouger sur sa page de devoir. Chaque mot de cette conversation était absorbé par des oreilles trop jeunes pour comprendre les échecs des adultes, mais assez âgées pour reconnaître la douleur. Tu ne peux pas réparer ça avec de l'argent, Nathan. Tu ne peux pas faire un chèque et faire disparaître 7 ans d'abandon. Je n'essaie pas de t'acheter. Sa voix portait une frustration qui semblait presque authentique. J'essaie de prendre mes responsabilités. Le test ADN a confirmé ce que nous savions déjà tous les deux. Liam est mon fils, et il mérite. N'ose même pas me dire ce que mon fils mérite. Le murmure des chats était plus dangereux que n'importe quel cri. Où étais-tu quand il avait une pneumonie et que je n'avais pas les moyens de payer les factures d'hôpital? Où étais-tu quand il s'est cassé le poignet en tombant des équipements de jeu de son école sous-financés? Où étais-tu pendant les nuits où il pleurait parce que les autres enfants se moquaient de lui parce qu'il n'avait pas de père? Chaque question était un poignard, et elle regarda Nathan tressaillir à chaque coup. Bien. Qu'il ait mal comme elle avait eu mal, comme Liam avait eu mal. Je veux être là maintenant, dit Nathan calmement. Pour tout, le bon comme le mauvais et tout le reste. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne débarques pas dans nos vies quand ça t'arrange. Maman. La petite voix de Liam venait de juste derrière elle. Il avait abandonné tout prétexte de faire ses devoirs et se tenait maintenant assez près pour voir Nathan à travers l'entrebâillement de la porte. C'est vraiment mon papa? L'espoir dans sa voix faillit briser sa résolution. C'était la conversation qu'elle avait redoutée. Le moment où son monde soigneusement construit de demi-vérités et de mensonges protecteurs s'effondrerait. Oui, chérie. C'est lui. Est-ce qu'il peut entrer? Je veux lui montrer mes devoirs de maths. J'ai eu tous les problèmes juste aujourd'hui. La fierté innocente dans la voix de Liam était dévastatrice. Voici son brillant, son magnifique garçon, désespéré d'obtenir l'approbation de son père pour quelque chose d'aussi simple que des additions de primaire. Ces temps d'accomplissement et d'étapes que Nathan avait manqué, et Liam était prêt à tout pardonner pour un moment d'attention. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mon cœur. Pourquoi pas? La confusion de Liam était réelle. Si c'est mon papa, pourquoi ne peut-il pas entrer? Nathan parla avant qu'elle ne puisse répondre. Parce que j'ai fait beaucoup de mal à ta maman il y a longtemps, Liam. Elle essaie de te protéger. De quoi? De moi. L'honnêteté de la réponse surprit Esha. Le Nathan dont elle se souvenait aurait trouvé des excuses, aurait trouvé des moyens de rejeter la faute ou de minimiser son rôle dans leur destruction. Cet aveu de culpabilité était quelque chose de nouveau. Je ne comprends pas, dit Liam, son esprit de 7 ans luttant avec les complexités des échecs adultes. Si tu es désolé, est-ce que maman ne peut pas te pardonner? C'est ce qu'elle me dit toujours de faire quand je fais des bêtises. La vérité sort de la bouche des enfants. Esha sentit les larmes lui piquer les yeux. Mais elle les repoussa. Elle avait assez pleuré pour Nathan Wells pour plusieurs vies. Certaines bêtises sont plus grosses que d'autres, chérie. Elle était grosse comment, sa bêtise? Nathan répondit avant qu'elle ne le puisse. La plus grosse bêtise que quelqu'un puisse jamais faire. J'avais la chose la plus précieuse au monde, et je l'ai jetée parce que j'avais peur. Peur de quoi? Peur de t'aimer, toi et ta maman, comme vous méritez d'être aimés. Liam digéra cela avec la concentration sérieuse qu'il appliquait à tout ce qui était important. Tu as toujours peur? Terrifié, admit Nathan. Mais j'ai plus peur de vous perdre tous les deux pour toujours. Esha voulait détester la facilité avec laquelle il disait les bons mots, le naturel avec lequel le charme opérait, même quand il était censé être honnête. Mais quelque chose dans sa voix, une qualité dont elle ne se souvenait pas d'avant, la fit hésiter. S'il te plaît, Esha. Laisse-moi juste essayer. Laisse-moi prouver que j'ai changé. Les gens ne changent pas, Nathan. Pas vraiment. Et je ne te laisserai pas lui briser le cœur comme tu as brisé le mien. Elle commença à fermer la porte, mais la petite main de Liam l'arrêta. Maman, est-ce que je peux juste lui parler une minute, s'il te plaît? L'espoir désespéré dans les yeux de son fils fut sa perte. Contre chaque instinct lui hurlant de le protéger, elle déverrouilla la chaîne et ouvrit la porte plus largement.
Nathan entra dans leur minuscule appartement, et immédiatement l'espace sembla plus petit, plus à l'étroit. Il était trop grand pour leur monde, trop poli, trop cher. Son costume coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois, et sa présence était un rappel brutal du gouffre immense entre leurs vies. Liam, cependant, semblait inconscient de toute disparité. Il leva les yeux vers Nathan avec des étoiles dans les yeux, ne voyant que le père dont il avait rêvé pendant 7 ans. « Tu veux voir ma chambre ?» demanda Liam. « J'ai un poster du système solaire, et je connais toutes les planètes dans l'ordre. »« J'adorerais voir ta chambre, » dit Nathan, sa voix étonnamment douce. Alors qu'il marchait vers le fond de l'appartement, Esha entendit la brusque inspiration de Nathan. Elle savait ce qu'il voyait. Le lit simple qu'elle et Liam partageaient, les caisses de lait servant de commode, les jouets qui étaient clairement de seconde main mais soigneusement entretenus. Leur pauvreté était mise à nu, impossible à cacher ou à déguiser. Liam montra fièrement à Nathan ses modèles de navettes spatiales fabriquées à partir de carton et sa collection de livres de bibliothèque sur l'astronomie. « Je veux être astronaute quand je serai grand », annonça-t-il. « Maman dit que je suis assez intelligent pour faire tout ce que je veux. »« Ta maman a raison, » dit Nathan, et Esha fut surprise par l'épaisseur dans sa voix. « Tu es incroyablement intelligent. Tu es fier de moi ?» La question resta suspendue dans l'air comme une prière. Esha regarda le visage de Nathan se décomposer, regarda 7 ans de regret et de douleur submerger ses traits. « Je suis si fier de toi, Liam. Et je suis tellement désolé de ne pas avoir été là pour te le dire chaque jour. » Liam rayonna, et à cet instant, Esha vit ses murs soigneusement construits commencer à se fissurer. C'était exactement ce dont elle avait eu peur. La volonté innocente de Liam de pardonner, d'espérer, d'aimer inconditionnellement. Quand ils retournèrent dans le salon, Nathan attrapa l'enveloppe qu'il avait apportée. « Je sais que tu ne veux pas de mon argent, » dit-il à Esha, « mais s'il te plaît, laisse-moi au moins aider avec ses frais médicaux, son éducation, tout ce dont il a besoin. Nous n'avons pas besoin de ta charité. Ce n'est pas de la charité. C'est une pension alimentaire. 7 ans de pension alimentaire que j'aurais dû payer depuis le début. » J'ai dit non. La fermeté de sa voix ne souffrait aucune discussion, mais Nathan insista quand même. « Esha, sois raisonnable. Il mérite. Il mérite un père qu'il a voulu depuis le début. Puisque tu ne peux pas lui donner ça, nous nous débrouillerons très bien sans toi. » Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit, son message clair. Nathan regarda Liam une dernière fois, son visage plein de désir et de regret. « Je reviendrai, » dit-il doucement. « Ne. » Mais alors même qu'elle prononçait le mot, Esha savait que c'était futile. Nathan Wells avait enfin trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre, et elle doutait qu'il abandonne facilement. Après son départ, Liam se blottit contre elle sur le canapé, inhabituellement silencieux. « Maman, tu crois que mon papa reviendra ?» Esha serra son fils contre elle, respirant l'odeur de ses cheveux et l'innocence qu'elle se battait si fort pour protéger. « Je ne sais pas, chérie. Honnêtement, je ne sais pas. » Mais dans son cœur, elle craignait de le savoir. Et cela la terrifiait, plus que la pauvreté, plus que la lutte, plus que toute autre chose dans son monde soigneusement reconstruit. L'appel arriva à 11h47 un mardi matin, alors qu'Esha avait les coudes plongés dans une solution de nettoyage industriel au complexe de bureaux Méridien. Elle avait les mains à vif à force de frotter des toilettes de direction qui brillaient comme des miroirs, mais ne semblaient jamais tout à fait assez propres. « Mademoiselle Carter ?» La voix au bout de son téléphone portable était vive, professionnelle, teintée de ce genre d'urgence contrôlée qui lui glaça le sang. « C'est l'infirmière Reynolds de l'école primaire Lincoln. Nous avons besoin que vous veniez à l'école immédiatement. » Liam s'est effondré dans sa classe. Le monde bascula. Les genoux d'Esha heurtèrent le sol de la salle de bain, les nettoyants industriels imbibant son pantalon d'uniforme, mais elle ne sentit rien d'autre que le rugissement de la panique dans ses oreilles. « Qu'est-ce que vous voulez dire, effondré ? Qu'est-il arrivé ? Est-ce qu'il... » Il est conscient maintenant, mais il a une forte fièvre et il a vomi. Nous avons appelé une ambulance. Quel hôpital préférez-vous ? Hôpital. Le mot qui semait la terreur dans le cœur de chaque parent sans assurance en Amérique. L'endroit où il demanderait des cartes d'assurance qu'elle n'avait pas et exigerait des paiements qu'elle ne pouvait pas faire. Où il sauverait la vie de son fils puis détruirait financièrement la sienne dans la foulée. « Je vous rejoins à l'hôpital général », parvint-elle à dire, sa voix semblant appartenir à quelqu'un d'autre. « Dites-lui que maman arrive. »
Dites-lui que je suis en route. Elle s'enfuit de cette salle de bain comme une femme en feu, abandonnant son chariot de nettoyage, ses responsabilités, probablement son emploi. Madame Garcia l'appela, mais Esha ne pouvait pas s'arrêter, ne pouvait pas expliquer, ne pouvait rien faire d'autre que de rejoindre son bébé. Le trajet en bus jusqu'à l'hôpital fut les 23 minutes les plus longues de sa vie. Elle regardait la ville défiler par la fenêtre, ses mains jointes si fort sur ses genoux que ses jointures étaient devenues blanches. Liam avait été fatigué ces derniers temps, picorant sa nourriture, se plaignant de maux de tête qu'elle avait attribués au stress de l'incident du mariage 2 semaines auparavant. Comment avait-elle pu manquer le fait qu'il était vraiment malade? Parce que tu cumules 3 boulots, que tu es épuisé et que tu ne peux pas être tout pour tout le monde tout le temps, murmura une voix dans sa tête. Mais la culpabilité la rongeait déjà de l'intérieur. Quelle sorte de mère ne voit pas que son enfant tombe gravement malade? La salle des urgences de l'hôpital général était une étude en chaos contrôlé. Des gens serrant des blessures, des enfants pleurant, l'odeur omniprésente de désinfectant se mêlant à la peur et à la douleur. Esha se précipita vers le bureau d'accueil, son cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine parler. « Mon fils, Liam Carter. Il a été amené en ambulance depuis l'école Lincoln. » « Chambre 304, dit la réceptionniste sans lever les yeux de son ordinateur. « Prenez l'ascenseur jusqu'au 3e étage, tournez à droite. » Esha courut. Elle courut à travers des couloirs bordés de fauteuils roulants et de brancards, dépassant d'autres familles gérant leur propre crise. Suivant les numéros de chambre jusqu'à ce qu'elle trouve la 304. Elle fit irruption par la porte et s'arrêta net. Nathan était là. Il était assis à côté du lit d'hôpital de Liam, tenant la petite main de leur fils entre les siennes, murmurant quelque chose de trop bas pour qu'elle puisse l'entendre. Liam était réveillé mais pâle, une perfusion serpentant de son bras mince jusqu'à une poche de liquide accrochée à côté du lit. Il avait l'air si petit dans la blouse d'hôpital, si fragile et jeune, que la poitrine d'Esha se serra d'une fureur protectrice. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'avait voulu, aiguisés par la panique et la vue de Nathan dans son espace. Dans sa crise. Nathan leva les yeux, son visage fatigué par l'inquiétude. L'école m'a appelé aussi. Je suis listé comme son père sur le formulaire de contact d'urgence. Quoi? Non, tu ne le es pas. Je n'ai jamais. J'ai demandé à mon avocat de contacter l'école hier, dit Nathan calmement, sans lâcher la main de Liam. Je voulais m'assurer que si quelque chose arrivait, si on ne pouvait pas te joindre, il ne serait pas seul. La présomption de la chose, l'arrogance de prendre des décisions concernant son fils sans la consulter, aurait dû la rendre furieuse. Mais en regardant le visage de Liam, la façon dont il regardait Nathan comme s'il voyait le salut lui-même, elle ne trouva pas l'énergie pour la colère. Maman. La voix de Liam était faible mais soulagée. Tu es venu. Bien sûr que je suis venu, chérie. Elle se précipita de l'autre côté de son lit, lissant ses cheveux en arrière de son front fiévreux. Comment te sens-tu? Mieux, maintenant que toi et papa êtes tous les deux là. Papa. Le mot la frappa comme un coup physique. Quand Liam avait-il commencé à appeler Nathan ainsi? Quand cet homme qui avait nié son existence pendant 7 ans était-il devenu au papa dans l'esprit de son fils? Un médecin apparut dans l'embrasure de la porte. Docteur Emily Chen, selon son badge. Une femme de l'âge d'Esha, avec des yeux bienveillants et des mains douces. Madame Carter, je suis contente que vous soyez là. Liam vous réclamait. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? La voix d'Esha était tendue par la peur. Le docteur Chen jeta un coup d'œil à Nathan, puis revint à Esha. Je dois parler au tuteur légal de Liam de son état. Je suis sa mère et sa tutrice légale, dit fermement Esha. Nathan recula légèrement. Je crois que je suis son père biologique, mais Esha a la garde complète et l'autorité de décision médicale. Le docteur Chen hocha la tête professionnellement. Liam a une pneumonie, mais nous l'avons détecté tôt. Son système immunitaire est compromis, probablement à cause du stress chronique et d'une nutrition insuffisante. Son taux de globules blancs est bas, et il est déshydraté. Chaque mot était un couteau dans le cœur d'Esha. Nutrition insuffisante. Elle avait sauté des repas pour s'assurer que Liam ait assez à manger, mais apparemment cela n'avait pas été suffisant. Elle lui avait fait défaut de la manière la plus fondamentale qu'une mère puisse le faire. Est-ce qu'il va s'en sortir? La voix de Nathan était tendue d'inquiétude. Avec un traitement approprié? Absolument.
Nous devrons le garder ici quelques jours pour des antibiotiques par intraveineuse et une surveillance. La bonne nouvelle est que les enfants sont résilients, et Liam semble être un battant. Combien cela va-t-il coûter? Demanda Esha, l'inquiétude pratique submergeant son soulagement. Je n'ai pas d'assurance en ce moment, et je ne peux pas, je m'en occupe, l'interrompit Nathan. Quoi que ça coûte, je m'occupe de tout. Je ne veux pas de ton argent. Il ne s'agit pas de ce que tu veux. La voix de Nathan était ferme, mais pas méchante. Il s'agit de notre fils qui reçoit les soins médicaux dont il a besoin. Notre fils. Le voilà à nouveau. Ce pronom possessif qui lui donnait envie de hurler. 7 ans de mon fils. Et soudain, Nathan revendiquait la propriété avec 2 petits mots. Le docteur Chen s'éclaircit la gorge diplomatiquement. Je vais vous laisser un peu de temps pour régler les détails. L'important est que Liam reçoive son traitement. Les arrangements financiers peuvent être réglés plus tard. Après le départ du médecin, un silence inconfortable s'installa dans la pièce. Liam s'était assoupi, épuisé par la maladie et le drame de la journée, laissant ses parents naviguer dans le champ de mine de leur relation compliquée. « Comment savais-tu » demanda Esha doucement. « Comment savais-tu qu'il fallait venir ?»« Je l'ai appris par mon avocat, » dit Nathan prudemment. Après que le test ADN a confirmé que Liam était mon fils, je lui ai demandé de surveiller toute situation d'urgence vous impliquant tous les deux. Non pas pour interférer, juste pour savoir si vous aviez besoin d'aide. Tu nous as fait surveiller. J'ai essayé de comprendre comment faire partie de sa vie sans outrepasser les limites. La voix de Nathan était calme. Je sais que je n'ai aucun droit légal, aucun rôle officiel dans sa vie. Mais quand j'ai entendu qu'il était malade, je ne pouvais pas rester à l'écart. La confession aurait dû la terrifier, mais au lieu de cela, elle ressentit une étrange sorte de soulagement. Elle avait senti que quelqu'un les observait, avait aperçu des voitures chères dans leur quartier qui n'avaient rien à y faire, avait senti des yeux sur elle alors qu'elle marchait vers le travail. Tu nous as harcelés. J'ai appris à connaître mon fils. Il y a une différence. Vraiment? Nathan la regarda enfin, et elle vit quelque chose sur son visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une vulnérabilité totale. Esha, je sais que tu me détestes. Je sais que je ne mérite pas le pardon, que je ne mérite pas d'être dans sa vie. Mais je ne peux plus rester à l'écart. C'est mon enfant, aussi. Tu as renoncé à ce droit il y a 7 ans. J'avais 28 ans et j'étais terrifié par mon père, le conseil d'administration et tout ce que vous aimez, toi et Liam, aurait signifié pour ma vie soigneusement planifiée. J'étais un lâche et un idiot, et je l'ai regretté chaque jour depuis. Le regret ne te rend pas 7 ans. Non, c'est vrai. Mais peut-être que ça peut nous donner un avenir. Liam s'agita dans son sommeil, émettant un petit son de détresse. Immédiatement, les 2 parents se dirigèrent vers lui, leurs mains se rencontrant alors qu'il tendait la main pour le réconforter. Le contact fut électrique. 7 ans de séparation s'effondrant en un instant. C'est bon, chérie, murmura Esha en lui lissant les cheveux. Nous sommes tous les deux là, ajouta doucement Nathan. Maman et papa sont tous les deux là. Liam se rendormit, et ils retirèrent leurs mains l'un de l'autre comme s'ils s'étaient brûlés. Ne fais pas ça, murmura Esha. Ne lui fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne peux pas les tenir? Parce que tu es Nathan Wells. Ton monde, ce sont les galas de charité, les réunions du conseil et les gens qui pensent que mon fils est une erreur que tu dois réparer. Combien de temps avant que la nouveauté de jouer au papa ne s'estompe? Nathan resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il n'allait pas répondre. Quand il parla enfin, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Je l'ai cherché. Tu sais, en ligne. Il y a des photos de la foire scientifique de son école où il a remporté la première place avec un projet sur l'énergie solaire. Des photos du centre communautaire où il fait du bénévolat en lisant aux enfants plus jeunes. C'est tant d'accomplissements et d'étapes que j'ai manqué parce que j'étais trop fier et trop effrayé pour admettre que j'avais tort. Il se tourna pour la regarder, et elle vit des larmes dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vues auparavant. J'ai vécu une demi-vie, Esha, simulant le succès et la réussite mais me sentant vide à l'intérieur. Puis je l'ai vu au mariage, j'ai vu le courage qu'il a fallu à un enfant de 7 ans pour se lever devant tous ces gens et se battre pour ce qu'il croyait être juste, et j'ai réalisé qu'il est tout ce que j'aurais dû être et que je n'ai jamais été. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande pas de me faire confiance. Je te demande juste de me laisser essayer d'être le père qu'il mérite.
Avant qu'elle ne puisse répondre, les yeux de Liam s'ouvrirent en papillonnant. Il regarda entre eux, son regard brillant de fièvre observant leur proximité, leur conversation visiblement chargée d'émotion. « Vous vous disputez » demanda-t-il faiblement. « Non, mon cœur » dit rapidement Esha. « On discute juste. »« Bien. Je n'aime pas quand les gens se disputent. » La main de Liam trouva celle de Nathan. « Papa, tu resteras avec moi ce soir ? Je n'aime pas les hôpitaux. » Nathan regarda Esha, demandant la permission avec ses yeux. Chaque instinct qu'elle avait lui hurlait de dire non, de protéger son fils de l'inévitable déception lorsque Nathan s'ennuierait et passerait à d'autres intérêts. Mais Liam les regardait tous les deux avec tant d'espoir, un besoin si désespéré de la famille dont il avait toujours rêvé, qu'elle se surprit à hocher la tête. « Si ton papa veut rester, il peut rester. » Le sourire de Nathan fut comme un lever de soleil après la plus longue des nuits. « Je veux rester. Je veux rester pour tout. » Alors que l'après-midi avançait, ils tombèrent dans un rythme inattendu. Esha tenait la main de Liam pendant que Nathan lui lisait un livre sur l'exploration spatiale qui s'était matérialisé de quelque part. Quand Liam somnolait, il surveillait à tour de rôle sa respiration, ajustait ses couvertures, étant présent de la manière dont les parents sont censés être présents. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était un début. Et pour la première fois en 7 ans, Esha s'autorisa à se demander si peut-être, juste peut-être, ils pourraient retrouver le chemin l'un vers l'autre. Le soir arriva, et avec lui, la fin des heures de visite. Esha se prépara à partir, mais Nathan attrapa sa main. « Merci, dit-il simplement. De m'avoir laissé rester. De m'avoir laissé être ici. Ne me le fais pas regretter, Nathan. Je ne le ferai pas. Je te le promets. » Alors qu'elle sortait de l'hôpital dans l'air frais de la nuit, Esha ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 7 ans. L'espoir. C'était dangereux, et insensé, et probablement se préparer à avoir le cœur brisé à nouveau. Mais en regardant Nathan avec Liam, en voyant l'amour sincère et le regret dans ses yeux, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si les gens pouvaient vraiment changer. Si l'amour pouvait vraiment être suffisant pour surmonter le passé. Si les familles pouvaient vraiment être reconstruites à partir de morceaux brisés. 4 mois après le séjour à l'hôpital, Esha se retrouva à regarder Nathan entraîner l'équipe de baseball de la Ligue mineure de Liam, et sentit son cœur faire de dangereuses acrobaties dans sa poitrine. Nathan était là, en jean et t-shirt de l'équipe, enseignant patiemment à des enfants de 7 et 8 ans comment tenir une batte. Le terrain poussiéreux du centre communautaire ne ressemblait en rien aux terrains entretenus où jouaient les enfants riches. Mais Nathan était là quand même, complètement investi. Mademoiselle Esha. Zoé Parker s'installa à côté d'elle sur les gradins avec un café. Cet homme est sérieusement investi, n'est-ce pas? Esha accepta le café avec gratitude. Ça fait 4 mois. Il n'a pas manqué un seul entraînement, une seule réunion parents-professeurs, ou un seul rendez-vous chez le médecin. Et tu attends toujours qu'il te déçoive. Les gens ne changent pas vraiment, Zoé. Pas fondamentalement. Peut-être pas. Mais les gens peuvent grandir. Et d'où je suis assise, cet homme a l'air de faire une sacrée croissance. Sur le terrain, Nathan était agenouillé à côté de Caleb, un garçon timide de 8 ans qui avait été éliminé sur 3 prises et qui luttait contre les larmes. Quoi que Nathan ait dit, cela fit hocher la tête et sourire Caleb avant qu'il ne reprenne la batte. Il est doué avec eux, observa Zoé. Liam n'est pas le seul enfant qui s'illumine quand il lui accorde de l'attention. C'était vrai. Nathan était devenu la figure paternelle pour la moitié de l'équipe, dont beaucoup venaient de foyers monoparentaux comme celui de Liam. Il se souvenait de tous leurs noms, posait des questions sur l'école, ne faisait jamais sentir personne stupide. Liam m'a demandé quelque chose la semaine dernière, dit Esha doucement. Il a demandé si je pensais que Nathan resterait pour toujours, ou s'il était juste en visite jusqu'à ce qu'il s'ennuie. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne savais pas. Parce que je ne sais pas. Esha regarda Nathan faire un high-five à Caleb après que le garçon ait frappé un faible roulant. Une partie de moi veut croire qu'il a changé. Mais une partie de moi est terrifiée que ce ne soit que de la culpabilité prolongée. Et qu'un jour il se souviendra qu'il est Nathan Wells. Et que nous ne sommes pas son peuple. L'entraînement se termina, et Liam accourut, le visage rouge de joie. Maman, tu as vu? Coach Nathan m'a appris à voler la 2e base. J'ai vu, chérie. Tu deviens vraiment bon. Nathan s'approcha, ses baskets chères couvertes de poussière,
les cheveux en désordre à cause de l'activité sportive. Il avait l'air plus jeune, plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. C'est un athlète né, dit Nathan en ébouriffant les cheveux de Liam avec une affection décontractée. Bon œil, réflexe rapide. Il tient de sa mère. Est-ce que coach Nathan peut venir dîner ce soir, demanda Liam avec espoir. Je veux lui montrer mon projet scientifique. C'était devenu le schéma. Nathan ne s'invitait jamais, mais se rendait disponible pour chaque opportunité de passer du temps avec Liam. S'il te plaît, maman. J'ai fait un volcan. D'accord. Mais c'est spaghettis en boîte. Rien d'extraordinaire. Les spaghettis semblent parfaits. 1 heure plus tard, ils s'entassèrent autour de la petite table de cuisine des chats, regardant le volcan de bicarbonate de soude de Liam entrer en éruption pendant qu'il expliquait la réaction chimique avec l'enthousiasme d'un scientifique en herbe. Point donc, quand le vinaigre se mélange au bicarbonate de soude, ça fait du dioxyde de carbone, et c'est ça qui provoque l'éruption. Les yeux de Liam étaient brillants. C'est comme un vrai volcan, sauf que les vrais ont du magma au lieu de colorant alimentaire rouge. C'est incroyable, Liam, dit Nathan, sa fierté indubitable. Tu as mieux expliqué ça que mon professeur de géologie à l'université. Vraiment? Tu vas devenir un scientifique incroyable. Un jour. Liam rayonna, et Esha sentit à nouveau ce dangereux flottement. C'était ce dont elle avait eu peur, Liam s'attachant à un père qui pourrait ne pas rester, et elle-même se souvenant pourquoi elle était tombée amoureuse de Nathan. Après le dîner, pendant que Liam faisait ses devoirs, Esha et Nathan se retrouvèrent à faire la vaisselle ensemble. C'était domestique, confortable et terrifiant. Merci, dit Nathan doucement. De m'avoir laissé faire partie de ça. Tu n'as pas à me remercier. C'est ton fils, aussi. L'admission lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, et les mains de Nathan s'immobilisèrent sur l'assiette qu'il lavait. Tu le penses vraiment? Je veux dire. Il mérite de connaître son père. Si tu as vraiment l'intention de rester dans les parages. Je le suis, Esha. Il la regarda, ses yeux intenses. Je sais que tu ne me crois pas encore, mais je ne vais nulle part. Ça, dit-il en désignant la cuisine, c'est ce que je veux. Pas les galas de charité ou les réunions du conseil. Ça. C'est la pauvreté, Nathan. La lutte et l'inquiétude, et ne jamais avoir assez. C'est la famille, sa voix était ferme. C'est ce qui compte. Plus tard dans la soirée, après le départ de Nathan et une fois Liam endormi, Esha resta assise à réfléchir au changement que 4 mois avaient apporté. Nathan avait tenu parole quant à la constance. Il se montrait quand il disait qu'il le ferait, se souvenait des choses importantes, apprenait l'emploi du temps de Liam et se rendait disponible. Plus que ça, il s'était avéré capable d'exister dans leur monde sans essayer de le changer. Il ne suggérait pas de solution coûteuse ou n'essayait pas d'acheter l'affection de Liam. Son téléphone vibra avec un texto. Merci pour le dîner. Le volcan de Liam était incroyable. Mais le regarder avec sa mère l'était encore plus. Tu as élevé un enfant incroyable, Esha. Elle fixa le message avant de répondre. Il demande après toi. Chaque matin. Si tu seras à l'entraînement. Si tu viens à sa pièce de théâtre à l'école. Si tu seras encore là demain. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas comment faire confiance à ça. Que faudrait-il pour que tu y fasses confiance? La question exigeait une réponse qu'elle n'était pas prête à donner. Que faudrait-il? Du temps. Des preuves. Une garantie que Nathan ne se réveillerait pas un jour en se souvenant qu'il était milliardaire et qu'il n'était qu'une complication. Au lieu de répondre, elle éteignit son téléphone et alla voir Liam une dernière fois. Il dormait paisiblement, serrant la balle de baseball que Nathan lui avait donnée. Pas chère ou signée par des joueurs célèbres. Juste une balle ordinaire de l'entraînement avec le premier home run de Liam écrit de la main soignée de Nathan. Une si petite chose. Un geste si ordinaire. Mais pour un petit garçon qui n'avait jamais eu la reconnaissance d'un père, c'était tout. Peut-être que Zoé avait raison. Peut-être que les gens pouvaient grandir. Peut-être que Nathan essayait vraiment de devenir l'homme dont Liam avait besoin. Et peut-être qu'il était temps pour Esha de commencer à croire aux secondes chances. Même si cela lui faisait plus peur que tout au monde. Le réveillon de Noël arriva avec le genre de douce chute de neige qui donnait même aux quartiers les plus rudes des allures de carte de vœux. Esha se surprit à regarder par la fenêtre de son appartement,
se demandant comment son monde soigneusement ordonné était devenu si magnifiquement compliqué. Nathan était dans sa cuisine en train de préparer du chocolat chaud maison, pendant que Liam disposait des biscuits sur une assiette avec le soin méticuleux d'un enfant de 7 ans qui voulait que tout soit parfait. La scène domestique aurait dû sembler étrange, intrusive, déplacée. Au lieu de cela, elle avait le goût d'un retour à la maison. « Maman, viens voir » appela Liam avec excitation. Nathan m'a montré comment faire flotter les guimauves en dessin. Il y a 6 mois, si quelqu'un lui avait dit que Nathan Wells passerait le réveillon de Noël dans son appartement, à enseigner à son fils l'art de l'agencement des guimauves, elle aurait ri. Maintenant, en regardant le sourire patient de Nathan alors que Liam exhibait fièrement sa création, elle pouvait à peine se souvenir pourquoi elle avait eu si peur. « C'est magnifique, chérie, dit-elle en les rejoignant dans la cuisine. Très artistique. Nathan dit que les motifs sont importants dans tout. La cuisine, les affaires, même le baseball. Liam leva les yeux vers Nathan avec cette adoration qui serrait encore la poitrine des chats, partagée entre la joie et la terreur. C'est vrai ? C'est vrai, confirma Nathan en tendant à Liam une tasse de chocolat chaud garnie de mini-guimauves parfaitement disposées. Mais le motif le plus important, c'est d'être présent. D'être là quand les gens ont besoin de toi. Constamment. Encore et encore. Les mots étaient désinvoltes, mais Esha capta le regard que Nathan lui lança par-dessus la tête de Liam. En 6 mois, il avait été présent. Chaque entraînement, chaque événement scolaire, chaque rendez-vous chez le médecin. Chaque mardi soir ordinaire où Liam avait besoin d'aide pour ses devoirs. Il avait établi un schéma de présence qui, lentement mais inexorablement, usait ses défenses. « J'ai quelque chose pour vous deux, » dit Nathan calmement, en piochant dans le sac qu'il avait apporté. Des cadeaux de Noël en avance. Nathan, on en a parlé. Ils ne sont pas chers, l'assura-t-il rapidement. Ils sont justes. Significatifs. Il sortit 2 paquets emballés, petits et de taille identique. Liam déchira le sien immédiatement avec l'enthousiasme de l'enfance, tandis qu'Esha ouvrit le sien plus prudemment. À l'intérieur se trouvait une photo dans un simple cadre en argent. E3, à la pièce de Thanksgiving de l'école de Liam, où Liam avait joué une dinde historiquement inexacte mais enthousiaste. Nathan y avait assisté comme n'importe quel autre parent, applaudissant depuis le public, prenant des photos avec son téléphone, ayant l'air complètement naturel dans la cafétéria de l'école primaire malgré son costume à $1000. Mais ce n'était pas la photo qui lui coupa le souffle. C'était l'inscription en bas, écrite de la main soignée de Nathan, le jour où j'ai appris ce que famille signifie vraiment. 15 novembre. Notre nouveau départ. Liam brandit son cadre identique, rayonnant. C'est nous. On dirait une vraie famille. Vous êtes une vraie famille, dit doucement Nathan. Vous l'avez toujours été. J'étais juste trop aveugle pour le voir. L'instant resta suspendu entre eux, chargé de 6 mois de confiance lentement reconstruite et de 7 ans de douleur soigneusement gardée. Liam, inconscient des sous-entendus adultes, attrapait déjà un autre biscuit. Liam, dit Nathan, sa voix empreinte d'une solennité qui fit que la mère et le fils le regardèrent avec une attention soudaine. Peux-tu t'asseoir une minute ? Il y a quelque chose que je dois vous dire à tous les deux. Liam se percha sur le bord du canapé, son chocolat chaud serré entre ses 2 mains, les yeux écarquillés de curiosité. Esha resta debout. Instinctivement protectrice, même si son cœur commençait à s'emballer. Nathan les regarda tous les deux un long moment, puis, lentement, délibérément, il s'agenouilla sur leur tapis usé. « Qu'est-ce que tu fais » murmura Esha. « Quelque chose que j'aurais dû faire il y a 7 ans. » La voix de Nathan était stable, mais elle pouvait voir l'émotion dans ses yeux. « Liam. Maman. J'ai besoin de m'excuser auprès de vous deux. Vraiment m'excuser. Pas seulement avec des mots, mais avec tout ce que je suis. » Liam posa sa tasse, soudainement sérieux de la manière dont les enfants le deviennent lorsqu'ils sentent que quelque chose d'important se passe. « J'ai commis la plus grosse erreur qu'un homme puisse commettre, » continua Nathan, en regardant directement Liam. « Quand ta maman m'a dit qu'elle allait t'avoir, j'ai eu peur. Peur de ce que mon père dirait, peur de ce que les autres penseraient, peur d'être responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. »« Tu avais peur de moi ?» demanda Liam doucement. « Jamais. Jamais de toi. J'avais peur de t'aimer trop, de ne pas être assez bien pour toi, de te décevoir comme mon propre père m'a déçu de tant de façons. » La voix de Nathan se brisa légèrement. « Alors,
je me suis convaincu qu'il valait mieux partir. Je me disais que je te protégeais d'une déception, mais en réalité, je me protégeais juste moi-même de devoir être courageux. Aisha sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle les ravala. Elle avait versé suffisamment de larmes pour Nathan Wells pour plusieurs vies. Maman, continua Nathan en se tournant vers elle, j'ai trahi ta confiance de la manière la plus cruelle qui soit. Tu es venu à moi avec de l'espoir, de l'amour, avec notre enfant qui grandissait en toi, et j'ai tout jeté en l'air parce que j'étais trop lâche pour me battre pour ce qui comptait vraiment. Nathan, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Ses mains étaient jointes devant lui, ses vêtements coûteux détonnant au milieu de leurs meubles de seconde main, sa vulnérabilité totale et dévastatrice. Je t'ai laissé te débattre seul pendant 7 ans. J'ai laissé Liam grandir sans son père. J'ai manqué les histoires du soir, les genoux écorchés et les matins de Noël, et un millier de petits moments que je ne pourrai jamais récupérer. Liam glissa du canapé et se rapprocha de Nathan, son petit visage sérieux, empreint d'une compréhension qui dépassait son âge. Mais tu es là maintenant, dit simplement Liam. Maman dit toujours que ce qui compte, c'est ce qu'on fait après, pas ce qu'on a fait avant. Le sang-froid de Nathan céda, et Aisha vit des larmes couler sur ses joues. Tu es si sage, Liam. Tout comme ta maman. Vous méritez tous les deux tellement mieux que ce que je vous ai donné. Alors, donne-nous mieux, dit Liam avec la logique pragmatique de l'enfance. Reste avec nous. Sois mon papa pour de vrai. Je le veux. Mon Dieu, je le veux plus que tout ce que j'ai jamais voulu dans ma vie. Nathan leva les yeux vers Aisha, son visage empli d'espoir et de peur. Mais ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend aussi de ta maman. Le poids de son regard, du silence attendant de Liam, de 6 mois de blessures lentement guéries et de confiance prudemment reconstruite, s'installa sur ses épaules comme un manteau. C'était le moment qu'elle redoutait et espérait à la fois. Le moment où elle devrait choisir entre la sécurité de leur vie soigneusement bâtie et la terrifiante possibilité de laisser Nathan entrer complètement. « Je ne te demande pas de m'épouser, » dit rapidement Nathan, comme s'il lisait dans ses pensées. « Je ne te demande pas de me confier à nouveau ton cœur. Pas encore. Je te demande juste de me laisser continuer à être le père de Liam. Laisse-moi continuer à être présent. Laisse-moi continuer à prouver que j'ai changé. » As-tu changé? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Vraiment changé, Nathan? Ou est-ce que tu joues juste à la petite famille en attendant que quelque chose de plus intéressant se présente? La réponse de Nathan vint sans hésitation. Il y a 6 mois, je vivais dans un pantouse qui coûtait plus cher par mois que ce que la plupart des gens gagnent en un an, et j'étais l'homme le plus seul de New York. J'avais tout ce que l'argent peut acheter et rien de ce qui comptait vraiment. Maintenant, je passe mes soirées dans cet appartement à aider Liam avec ses devoirs et à vous écouter tous les deux parler de votre journée, et je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Il fit un geste vers leur petit salon aux meubles dépareillés et aux décorations récupérées. C'est ça, la vraie vie, Aisha. C'est ça que je veux. Pas les galas de charité, ni les pages mondaines, ni l'approbation de gens qui se fichent de moi. Ça. Mais qu'en est-il de ton père? De ton entreprise? De tout ton monde? Mon monde est ici, dit Nathan d'une voix ferme. Tout le reste n'est que du bruit. Liam, qui avait écouté cet échange avec la concentration intense qu'il appliquait à tout ce qui était important, s'avança soudainement et enlaça le cou de Nathan. « Je t'aime, papa, » murmura-t-il contre l'oreille de Nathan. « Même quand tu avais peur, je t'aimais quand même. » Les bras de Nathan entourèrent automatiquement Liam, le serrant fort. Aisha regarda son fils et son père s'étreindre avec une tendresse farouche qui lui serra la poitrine. « Je t'aime aussi, Liam, » répondit Nathan dans un murmure. « Plus que toutes les étoiles dans le ciel. Et je te promets que je ne te quitterai plus jamais, jamais. Et maman? » Liam recula pour regarder Nathan sérieusement. « Tu aimes maman aussi? » La question resta en suspens, tel un défi. Les yeux de Nathan croisèrent ceux d'Aisha par-dessus la tête de leur fils, et elle vit tout dans son regard, amour, regret, espoir, détermination, et une vulnérabilité à lui couper le souffle. « J'aime ta maman plus que ma propre vie, » dit Nathan doucement. « Je l'ai toujours aimée. J'avais juste trop peur de l'admettre avant. » Les mots la frappèrent comme une force physique. Ces ans de murs soigneusement construits s'effondrèrent en un instant. Elle avait su, à un certain niveau, qu'il l'aimait encore. Elle l'avait vu dans la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle n'observait pas,
dans la douceur avec laquelle il lui parlait, dans la distance prudente qu'il maintenait pour éviter de lui mettre la pression. Mais l'entendre le dire, voir la vérité absolue sur son visage, c'était tout autre chose. Nathan, commença-t-elle, puis s'arrêta, ne sachant comment finir. Liam regarda de l'un à l'autre avec l'espoir impatient d'un enfant qui croit que l'amour peut tout réparer, que les bonnes intentions suffisent à guérir les vieilles blessures. « Est-ce qu'on va être une vraie famille maintenant » demanda-t-il. « Genre, tous ensemble, tout le temps ?» Nathan regarda Aisha, la question se reflétant dans ses yeux. Elle vit 6 mois de présence constante, de petits gestes et d'amour patient, d'un homme qui avait appris à exister dans leur monde sans essayer de le changer. Elle vit le père dont Liam avait toujours eu besoin et l'homme dont elle était tombée amoureuse avant que la peur et la fierté ne les détruisent tous les deux. Mais elle vit aussi 7 ans de lutte, de nuits où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir en se demandant pourquoi elle n'avait pas suffi, d'une indépendance chèrement acquise qu'il lui avait fallu tant de force pour maintenir. « Je ne sais pas » murmura-t-elle, la réponse honnête arrachée à son cœur. « Je veux croire que nous le pouvons, mais... j'ai encore peur. » Liam réfléchit à cela avec le sérieux qu'il appliquait aux problèmes de mathématiques difficiles. Puis, avec l'action décisive qu'il avait conduit dans l'allée du Plaza Hotel 6 mois plus tôt, il attrapa leurs 2 mains et les rapprocha. « Alors on aura peur ensemble » annonça-t-il. « Mais on sera quand même ensemble. » 6 mois plus tard, par un matin de printemps parfait qui sentait les fleurs de cerisier et les nouveaux départs, Aisha se réveilla au son de rire provenant de sa cuisine et réalisa que la peur avait enfin totalement perdu son emprise sur son cœur. Elle marcha pieds nus dans le couloir de leur nouvel appartement pas beaucoup plus grand que l'ancien, mais dans un quartier plus sûr avec de meilleures écoles, un compromis que Nathan avait suggéré et qu'elle avait finalement accepté. À travers l'embrasure de la porte, elle pouvait voir Nathan et Liam au fourneau, tous deux couverts de farine, tentant ce qui semblait être des pancakes en forme de dinosaure. « Papa, celui-là ressemble à un monstre blob » gloussa Liam en montrant la dernière création de Nathan. « Et, les monstres blobs sont des dinosaures très sous-estimés » protesta Nathan avec un faux sérieux. « C'est un rare Blobosaurus rex, qu'on ne trouve que dans les cuisines de Brooklyn le samedi matin. »« Ça n'existe pas, un Blobosaurus rex. »« Si, maintenant. Je viens de le découvrir. » Leur badinage facile, la façon naturelle dont ils évoluaient l'un autour de l'autre, l'affection inconsciente dans chaque geste. Cela lui coupait encore parfois le souffle. C'était la famille dont Liam avait rêvé, la famille qu'elle avait eu trop peur d'espérer. « Bonjour, vous deux, les paléontologues, dit-elle en s'appuyant contre le cadre de la porte. « Maman, regarde. Nathan fait des pancakes dinosaures. » Enfin, il essaie de faire des pancakes dinosaures. Surtout, il fait de l'art abstrait. Nathan se tourna pour lui sourire, les cheveux en bataille, son t-shirt saupoudré de farine. « Je te signale que l'art abstrait est très sophistiqué. Ces pancakes vaudront probablement des milliers un jour. Seulement si quelqu'un est désespéré pour le petit déjeuner, taquina-t-elle, s'avançant pour embrasser le front de Liam et accepter la tasse de café que Nathan lui tendait sans qu'elle l'ait demandé. 8 mois de matin comme celui-ci. 8 mois où Nathan avait été présent, pas seulement pour les grands moments, mais pour les moments ordinaires, les matins d'école et les courses, les devoirs et les histoires du soir, les jours de maladie, les jours de neige et les dimanches paresseux qui s'étiraient à l'infini. 8 mois à retomber amoureuse de l'homme que Nathan était devenu. « J'ai des nouvelles » dit Nathan, sa voix portant une note qui fit qu'Aisha et Liam le regardèrent avec une attention soudaine. « Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle » demanda Liam, l'éternelle question de l'enfance. « Ça dépend de ce que vous pensez tous les deux de l'aventure. » Nathan plongea la main dans sa poche et en sortit une enveloppe. Du papier cher avec un sceau en relief qu'Aisha reconnut de sa correspondance d'entreprise. « On m'a offert un poste » continua-t-il. « Président-directeur général d'une start-up dans les énergies renouvelables. C'est une plus petite entreprise, moins d'argent, mais le travail a du sens. Il développe des technologies solaires pour les communautés à faible revenu. » Aisha sentit sa poitrine se serrer. « Où ? » ?»« Ici, à Brooklyn. Le siège est en construction au Navy Yard. À environ 20 minutes de l'école de Liam. » Les yeux de Nathan brillaient d'excitation. « Je travaillerai pour quelque chose qui compte vraiment, j'essaierai de rendre le monde meilleur, au lieu de simplement rendre les riches plus riches. »« Et Wells Enterprises » demanda-t-elle. « Et ton père ?» L'expression de Nathan devint sérieuse. « Mon père et moi avons eu une conversation la semaine dernière. Une dernière conversation. Il a été clair, si je choisis cette vie, si je vous choisis, toi et Liam,
je ne suis plus le bienvenu dans son monde ni dans son entreprise. Les mots la frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Nathan, tu ne peux pas renoncer à ton héritage. À l'héritage de ta famille. Pour nous. Je n'y renonce pas pour vous, dit-il doucement. J'y renonce pour moi. Pour l'homme que je veux être, au lieu de l'homme que j'ai été élevé pour devenir. Liam, qui avait écouté cet échange avec le sérieux qu'il appliquait à toutes les conversations importantes d'adultes, intervint soudain. Est-ce que tu seras heureux en faisant ce nouveau travail? Oui, mon grand. Je serai très heureux. Alors, qui se soucie de ce que pense ton méchant grand-père? La logique simple de l'enfance trancha à travers toutes les préoccupations compliquées des adultes concernant l'argent, le statut et les attentes familiales. Nathan éclata de rire, un son de pure joie. Tu as absolument raison. Qui se soucie de ce que pense mon méchant grand-père? Moi, je m'en soucie, dit Esha doucement. Nathan, je ne veux pas être responsable du fait que tu perdes ta famille. Tu ne me fais pas perdre ma famille, Nathan, dit-il en se rapprochant d'elle. Tu me donnes ma vraie famille. Celle que j'ai choisie, au lieu de celle dans laquelle je suis né. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. L'écran affichait le numéro de Maya, et Esha répondit sans réfléchir. Meuf, il faut que tu allumes la chaîne 7, tout de suite. La voix de Maya était haletante d'excitation. Quoi? Pourquoi? Allume, fais-moi confiance. Nathan trouva la télécommande et alluma la petite télévision de leur salon. Les nouvelles du matin étaient en cours, et le cœur d'Esha s'arrêta en voyant le bandeau défiler en bas de l'écran. Un PDG milliardaire choisit l'amour plutôt que la fortune. La présentatrice parlait, point dans un retournement de situation surprenant. Nathan Wells, ancien PDG de Wells Enterprises, a annoncé sa démission de l'entreprise familiale pour poursuivre ce qu'il appelle un travail qui a du sens dans les énergies renouvelables. Des sources proches de la famille suggèrent que cette décision est liée à sa relation avec Esha Carter et leur fils Liam, suite à l'incident dramatique du mariage il y a 8 mois qui avait captivé l'attention nationale. « Oh mon Dieu !» murmura Esha. Mais le reportage continuait. L'écran montrait des images de Nathan lors d'une conférence de presse dont elle ignorait la tenue, l'air confiant et déterminé dans son meilleur costume. « J'annonce mon départ de Wells Enterprises pour poursuivre des opportunités qui correspondent à mes valeurs », disait son image télévisée. Pendant trop longtemps, j'ai donné la priorité au profit sur les gens, au statut sur la substance. Je choisis une voie différente. Une voie qui implique l'énergie propre, le développement communautaire et la construction d'un monde que je serai fier de laisser à mon fils. La voix d'un journaliste retentit. Monsieur Wells, cette décision est-elle liée à votre relation personnelle? Le sourire de Nathan à l'écran était radieux. Cette décision est liée au fait de devenir l'homme que je veux être. L'homme que ma famille mérite. Prévoyez-vous d'épouser mademoiselle Carter? L'expression de Nathan devint plus sérieuse. Cela dépend d'elle. Mais j'espère qu'elle me donnera la chance de passer le reste de ma vie à prouver que certaines personnes peuvent vraiment changer. Le reportage retourna au studio, mais Esha entendit à peine les présentateurs conclure. Elle fixait Nathan, qui la regardait avec un espoir nerveux. « Tu as fait ça sans me le dire, dit-elle. J'avais besoin que tu saches que c'était mon choix. Pas quelque chose que je faisais parce que tu me le demandais. » La voix de Nathan était assurée, mais ses mains tremblaient légèrement. « J'avais besoin que tu comprennes que je choisis cette vie, notre vie, parce que c'est ce que je veux. Pas ce que je me sens obligé de faire. » Liam, qui avait observé ce drame d'adulte se dérouler, frappa soudain dans ses mains. « Est-ce que ça veut dire que papa va vivre avec nous pour toujours maintenant? » La question resta en suspens, la même question qui mûrissait depuis 8 mois de pas prudent vers la confiance et l'amour. Nathan regarda Esha, tout ce qu'il ressentait s'inscrivant clairement sur son visage. « Ça dépend de ta maman, Liam. » L'instant s'étira entre eux, chargé de 8 mois de confiance reconstruite, de 7 ans de douleur et d'une vie de possibilités. « Esha, dit doucement Nathan. Je sais que je n'ai aucun droit de demander ça après tout ce que je t'ai fait subir. Je sais que j'ai déjà demandé plus de secondes chances qu'aucun homme ne le mérite. Mais je te le demande quand même. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Puis, lentement, il posa un genou à terre dans leur cuisine saupoudrée de farine. « Esha Carter, tu es la femme la plus forte, la plus belle, la plus incroyable que j'ai jamais connue. Tu as élevé notre fils pour qu'il soit courageux et gentil, et tout ce que j'espère devenir.
tu as survécu à 7 ans d'épreuve avec grâce et dignité. Et tu m'as donné la chance de prouver que l'amour est plus fort que la peur. Liam halta, les yeux écarquillés par l'excitation et la compréhension. Je ne te demande pas de m'épouser à cause de Liam, ou par culpabilité, ou parce que c'est la bonne chose à faire, continua Nathan. Je te demande de m'épouser parce que tu es mon cœur, mon foyer, mon tout. Parce que je veux me réveiller à tes côtés chaque matin pour le reste de ma vie et m'endormir reconnaissant que tu aies choisi de m'aimer. Il ouvrit la boîte pour révéler une bague simple et élégante. Pas le diamant massif qu'il aurait pu s'offrir, mais quelque chose de beau, d'intemporel et de parfait. Veux-tu m'épouser, Esha? Veux-tu me laisser être ton mari, le père de Liam, et l'homme le plus chanceux du monde? La cuisine était silencieuse, à l'exception de la respiration excitée de Liam et des battements assourdissants de son propre cœur. 8 mois de murs prudents, 7 ans de peur protectrice, une vie d'espoir timide. Tout cela se cristallisait en ce seul moment. Elle regarda Nathan, agenouillé devant elle. Cet homme qui avait choisi l'amour plutôt que l'héritage, la famille plutôt que la fortune, plutôt que tout ce que son monde lui avait appris à valoriser. Elle regarda Liam, vibrant pratiquement d'anticipation, son visage rayonnant de l'espoir que sa famille puisse enfin, vraiment, être complète. Elle regarda leur vie, petite, imparfaite, et plus belle que n'importe quel conte de fées. Oui, murmura-t-elle. Puis plus fort, avec toute la joie, l'amour et la foi durement gagnés dans son cœur, oui, Nathan. Oui, je veux t'épouser. Le visage de Nathan se transforma de soulagement et de joie tandis qu'il lui glissait la bague au doigt. Liam poussa un cri de victoire et se jeta sur eux deux, créant un enchevêtrement de bras, de rires et de larmes de bonheur. On va vraiment être une famille, cria Liam. Une vraie famille pour toujours. On a toujours été une vraie famille, dit Nathan, les serrant tous les deux contre lui. On avait juste besoin de se retrouver. 3 semaines plus tard, par un samedi après-midi ensoleillé à Prospect Park, entouré des gens qui comptaient vraiment en Maya, Zoé, Mason, l'équipe de baseball de Liam et une douzaine d'autres amis qui étaient devenus leur famille de cœur, Esha remonta une simple allée de pétales de fleurs vers l'homme qui avait appris que l'amour valait plus que n'importe quelle fortune. Elle portait une robe qu'elle s'était achetée, simple, blanche et magnifique, et tenait un bouquet de fleurs sauvages que Liam avait aidé Nathan à cueillir ce matin-là. Nathan attendait dans son plus beau costume, le visage rayonnant de joie, Mason à ses côtés comme témoin, et Liam comme porteur d'alliance, rebondissant presque d'excitation. La cérémonie fut petite et parfaite, officiée par Maya, qui s'était fait ordonner en ligne juste pour l'occasion. Il n'y avait pas de photographe mondain, pas de gâteau à 6 étages, pas 300 invités en robe de créateur. Il y avait juste des vœux prononcés avec des larmes de joie, des promesses faites le cœur débordant, et la certitude absolue qu'ils avaient enfin trouvé leur chemin vers la maison. Je promets de t'aimer à travers chaque matin ordinaire et chaque rêve extraordinaire, dit Nathan, la voix stable et sûre. Je promets d'être le père que Liam mérite et le mari dont tu as toujours été digne. Je promets de te choisir, chaque jour, pour le reste de ma vie. Je promets de faire confiance à cet amour, même quand il me fait peur, répondit Esha, sa voix forte malgré ses larmes. Je promets de croire en l'homme que tu es devenu et en la famille que nous construisons ensemble. Je promets de choisir le pardon plutôt que la peur, l'espoir plutôt que la blessure, et l'amour par-dessus tout. Quand ils s'embrassèrent, Liam applaudit plus fort que quiconque, et Mason dut le rattraper quand il sauta pour les serrer tous les deux dans ses bras avant même que l'officiante ait fini de parler. Plus tard, alors qu'ils dansaient sur la musique provenant du téléphone de quelqu'un pendant que Liam courait avec les autres enfants, Esha leva les yeux vers son mari. Son mari. Et elle sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine qu'elle n'avait jamais osé nommer auparavant, la paix. Complète, parfaite, inébranlable. Des regrets, demanda doucement Nathan, la faisant tourner tendrement sous le soleil de l'après-midi. Un seul, dit-elle, et elle vit son visage se crisper d'inquiétude. Je regrette qu'il nous ait fallu 8 ans pour en arriver là. Son soulagement fut visible, son sourire plus éclatant que le soleil. On a tout le reste de notre vie pour rattraper le temps perdu. Oui, c'est vrai. Plus tard ce soir-là, dans leur petit appartement qui ressemblait enfin à un foyer, ils couchèrent Liam et restèrent assis avec lui tandis qu'il luttait contre le sommeil, trop excité par les événements de la journée pour fermer les yeux. « Tu es heureuse, maman » demanda-t-il d'une voix somnolente. « Tellement heureuse, mon bébé. C'est toi le plus heureux. » Liam regarda Nathan sérieusement. « Papa, est-ce que tu vas rester pour toujours maintenant ? Vraiment, vraiment pour toujours ?
Vraiment, vraiment pour toujours, promis Nathan. Tu es coincé avec moi maintenant, mon grand. Bien, dit Liam avec satisfaction. Je vous aime tellement tous les deux. Nous aussi, on t'aime, dirent-ils à l'unisson, puis ils se regardèrent et rirent. Après que Liam se fut enfin endormi, ils s'assirent sur leur petit canapé, main dans la main, regardant les lumières de la ville scintiller au-delà de leurs fenêtres. Alors, et maintenant, demanda Esha. Maintenant, on vit, dit simplement Nathan. On se réveille demain, on prépare le petit déjeuner, on aide Liam avec ses devoirs, et on découvre comment être des gens mariés. On prend les choses un jour à la fois, et on construit quelque chose de beau ensemble. Ce ne sera pas toujours facile. Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais. Nathan leva leurs mains jointes et embrassa son alliance. Mais on y fera face ensemble. Tous ensemble. Dehors, Brooklyn vibrait au rythme de 8 millions de rêves, de secondes chances, et de familles qui naissaient et renaissaient chaque jour. Quelque part de l'autre côté de la ville, dans son pantouse solitaire, Roland Wells devait probablement pester contre les choix de son fils. Quelque part dans les Hamptons, Sophia planifiait sûrement son propre mariage avec quelqu'un de plus convenable. Mais ici, dans ce petit appartement rempli d'amour, de rire et de la promesse du lendemain, la famille Wells était enfin, complètement, joyeusement chez elle. Liam avait eu raison depuis le début. L'amour pouvait vraiment tout réparer. Et certaines familles, les meilleures, valaient la peine d'attendre.